Un jour, des monstres ont commencé à apparaître partout sur la planète. Au milieu d'une panique générale, les gens ont fui un monstre tenant une voiture, appelant à l'aide et essayant de s'échapper. Les villes ont été détruites, tout comme les monstres. Une mystérieuse structure est apparue de nulle part. Un hélicoptère de presse a survolé la zone. Le journaliste a déclaré que la structure n'avait montré aucune activité et que l'armée la surveillait de près. Cette structure, ressemblant à une montagne avec plusieurs fenêtres, est apparue aux côtés des monstres, laissant les gens inquiets quant à la chaîne de phénomènes surnaturels qui se produisaient. La montagne, qui a émergé au centre-ville, ressemblait davantage à une tour avec des entrées et des sorties de tous les côtés, et son intérieur brillait d'une lumière violette. Ce fut le premier affrontement entre la tour didactique et l'humanité. La tour convoquait périodiquement des humains du monde entier, les tirant de force à l'intérieur, sans aucune exigence de paramètres comme l'âge ou le sexe. À l'intérieur, ils étaient obligés de la terminer, formant des groupes d'aventuriers. Cependant, la tour était si difficile que seulement 20% des participants ont survécu. Ceux qui survécurent revinrent plus forts et dotés de capacités spéciales, devenant ainsi le seul espoir de l'humanité dans la lutte contre les monstres. 12 ans après la première construction de la tour, des monstres grenouilles bicolores furent attaqués par un rayon violet qui les coupa en deux. L'homme qui lança ce rayon était un jeune homme blond aux yeux clairs, connu sous le nom de chasseur. Les gens autour de lui acclamèrent son arrivée, prenant des photos comme s'il était une célébrité. Après la tour, les chasseurs devinrent les idoles de l'humanité, attirant l'attention de tous les côtés. En tant que chasseurs, on pouvait aspirer à la même gloire et à la même fortune que les célébrités. Les gens ordinaires qui les voyaient à la télévision aspiraient à devenir chasseurs, marquant le début d'une nouvelle ère où les chasseurs devinrent une partie du pouvoir des nations. C'est à ce moment-là qu'ils augmentèrent leur prix et, pour se protéger du gouvernement, ils formèrent des organisations réservées aux chasseurs. Ces organisations, appelées guildes, firent la paix avec les gouvernements, devenant un élément essentiel de la société et participant même à des programmes télévisés. L'émission Apprendre à connaître les chasseurs présente des nouvelles et des curiosités sur les chasseurs. Et aujourd'hui, ils sont avec les dirigeants de 3 grandes guildes. Le premier est le chef de la guilde Gagurio, Siu Quan Han, un homme aux cheveux et aux yeux bruns et au regard saisissant. Le deuxième est le chef de la guilde Orang, Su Yang Li, une femme aux cheveux et aux yeux bleus et au regard doux. Le troisième est le chef de la guilde Su, Si Hun Kim, un bel homme aux yeux rouges et à l'apparence moderne. Apprendre à connaître les chasseurs a été développé en fonction de ce qui est populaire. Et la semaine dernière, grâce au soutien du public, un taux d'audience de 35,7% a fait le programme le plus populaire. L'animatrice interroge les participants sur un joueur avancé vivant dans le didacticiel. Les maîtres de guilde sont surpris, mais elle continue de leur demander s'ils savent qui est ce joueur avancé. Wanan dit que s'il y a des rapports récents à son sujet, il semble qu'il ne soit pas mort et qu'il mène une belle vie. Yan Li dit que personne ne sait qui est cette personne. Il a été le premier joueur envoyé à la tour avec eux, quelqu'un qui est piégé à l'intérieur de la tour depuis 12 ans. Han Kim dit que c'est plutôt une malédiction. Il ne peut pas partir comme les autres joueurs, revenant sans cesse au premier étage de la tour, devant recommencer. Le journaliste est impressionné par un chasseur qui a terminé la tour à plusieurs reprises, commentant que les chasseurs ne quittent la tour qu'après avoir entraîné toutes les compétences de base à la limite. Et un homme qui l'a terminé à plusieurs reprises pendant 12 ans doit être devenu un chasseur très puissant. Des rumeurs disent qu'il pourrait terminer du 1er au 100e étage en une journée. À l'intérieur de la tour, les gens courent désespérément en demandant de l'aide, portant des armures, des branches et des épées. À l'exception d'un homme qui porte des vêtements décontractés et des sandales. Les gens sont brutalement projetés en l'air, tombant au sol peu de temps après. L'homme, l'air indifférent, fait face au boss du 10e étage de la tour. Un monstre démoniaque aux cheveux de feu et aux cornes dépassant de son front. Seule la tête de Balak est de la taille de l'homme, ce qui montre à quel point son corps est imposant. L'homme dit que s'il pouvait quitter la tour, il pourrait être placé au rang A, ou plus. Les internautes commentent le joueur avancé. Certains disent qu'il est possible d'atteindre le rang A ou S après avoir quitté la tour, mais ils se demandent quel tour il faut quitter pour obtenir ce rang. Le rang S est capable de détruire des montagnes rien qu'en utilisant ses compétences. Un type commente qu'il a vu le joueur avancer lorsqu'il a gravi le donjon au 72e étage. 3 loups-garous sont apparus et il a continué d'avancer, les battant seul. Ils disent également qu'il a pu faire passer un monstre du 1er au 10e étage. Cet homme se bat contre le boss final en lui donnant des coups de pied au visage avec un sourire. L'impact de son coup de pied est si fort que le boss enfonce son menton dans le sol. Il pose à nouveau ses pieds sur la tête du boss et se met à crier, demandant « Qui est le boss là ?» L'homme au sourire malicieux dit que ça vaut 10 points. C'est lui qui en vaut 12. La soumission du boss se termine par la dernière attaque avec la sandale. Il regarde le boss au sol disparaître et dit « Il va falloir tout recommencer ». Au cours des 12 dernières années, le temps nécessaire pour terminer la tour a diminué. Il existe plusieurs tours dans le monde, mais elles ont toutes le même thème. De ce fait, chaque fois que de nouveaux groupes de chasseurs la terminaient, des moyens plus faciles de la terminer étaient diffusés, permettant aux gens d'obtenir un meilleur équipement et de meilleures stratégies pour combattre les monstres. Tout cela a été transmis à toute la planète, à tel point qu'il existe même des archives indiquant qui conquiert la tour du didacticiel le plus rapidement. Mais la tour n'est pas si facile. Une explosion frappe plusieurs chasseurs à la fois.
Bien qu'ils aient une connaissance approfondie de la manière de conquérir la tour, seuls quelques individus ont réussi à la conquérir. Un jeune homme allongé sur le sol regarde avec crainte le monstre auquel il fait face. En atteignant l'étage 99, de nombreux joueurs ont perdu la vie dans le combat contre le boss. La dernière épreuve de la tour a été brutale. 70 personnes sur 95 ont été tuées par lui. Cette existence terrifiante a coûté la vie à plus de la moitié des chasseurs en herbe. Et cette même existence reçoit un coup de pied volant à la tête. Les participants regardent la tête de Balok s'envoler du corps. L'homme qui a fait ça atterrit au sol. Alors qu'il en est à sa 1349e réalisation de la tour, il se retrouve face à un portail violet avec des racines tout autour et de la taille. Clignant des yeux, il est accueilli par le message « Bienvenue dans la tour du tutoriel », en route vers la réalisation numéro 1350. L'homme se met à rire encore et encore jusqu'à tomber au sol. Dans son vaste hall vide, il crie, maudissant la tour et suppliant de rentrer chez lui. Il s'allonge sur le sol, soupirant toujours et ouvre la fenêtre d'état. Un écran flottant apparaît devant ses yeux. Ha! Woo Kim, 26 ans, a presque tous ses attributs à la limite du tutoriel. Il y a 12 ans, il a affronté le même boss avec un groupe de chasseurs. Au prix d'un grand effort, ils ont réussi à tuer un boss et à terminer la tour. Heureux de pouvoir rentrer chez eux. Devant le portail, le groupe dit que sans lui, ils n'auraient jamais terminé la tour. Il leur dit de ne pas perdre le contact lorsqu'ils sortent. Cependant, lorsqu'il rouvre les yeux, il est accueilli par un message. Bienvenue dans la tour du tutoriel, et l'armure qui recouvrait son corps a également disparu, et il a dû la terminer à nouveau avec d'autres personnes. Un message indiquant qu'il a été maudit par la tour apparaît devant lui, le laissant agacé et avec son écran de statue. Après avoir tenté de nier la réalité, il est parti à la recherche d'un remède à sa malédiction, terminant la tour du tutoriel seul plusieurs fois. Il a renforcé son corps jusqu'à la limite, capable de détruire des tas de rochers comme s'il n'était rien. Mais à chaque fois qu'il terminait la tour, il revenait aux 4 premières. Rien n'a fonctionné. Même après avoir essayé toutes les méthodes possibles pendant 5 ans, il n'a pas réussi à trouver une issue. Déjà désespéré et désabusé, pensant qu'il ne quitterait jamais la tour, il a commencé à en profiter à sa manière. Il se déguise et parle aux débutants en leur disant qu'il a une mission pour eux. C'est son rôle de PNJ. Puis il joue un instructeur militaire qui aide à former les chasseurs, portant une casquette et des vêtements militaires qu'il a pris à un ancien militaire devenu chasseur. Cependant, au bout d'un moment, il en a eu assez de rester en contact avec les humains, de les voir tous, de quitter la tour et de raconter des histoires du monde extérieur. Il s'est senti ennuyé et triste, n'ayant rien à faire depuis longtemps. Maintenant, allongé sur le sol, regardant sa fenêtre d'attributs, il remarque un changement qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Un message indiquant que la boucle a été supprimée apparaît. Il se lève rapidement, tenant l'écran avec ses mains, incrédule à ce qu'il lisait. Ses yeux brillent à ce message. Il crie si fort qu'on l'entend de l'autre côté de la tour. Il se prépare et saute, détruisant plusieurs étages d'un bond dans l'excitation de rentrer chez lui. Nous revenons au programme. L'animateur dit que la conquête la plus rapide de la tour a duré environ 10 mois. Elle demande si le 18e groupe de chasseurs peut battre ce record. Les chefs de guilde disent que c'est une réponse difficile. Le nombre de chasseurs est toujours variable et divers facteurs peuvent intervenir. Selon la force de l'unité, il est également important de savoir quel type d'attaque est le mieux réalisé, et cela dépendra de leur technique. En plus de tout cela, les choses commencent à se compliquer vraiment après le 451. Étant donné qu'un boss de haut rang apparaît tous les 10 étages, à partir de ce moment-là, la chance n'est plus de votre côté. Dans la tour, nous voyons un ogre, qui est l'un de ces boss de haut rang effrayé par un tremblement de terre qui se produit. Surgissant du sol devant lui, Woo Kim apparaît avec des yeux blancs de rage. Il traverse les étages de la tour, la faisant exploser. Les explosions sont si fortes qu'on peut les voir de l'extérieur. Arrivé enfin au 99e étage, il affronte à nouveau le boss, mais cette fois avec un regard imparable sur le visage, et avec l'excitation de pouvoir enfin rentrer chez lui, il frappe le boss à la poitrine, le tuant sur le coup. De l'extérieur, on dirait que la tour vient de faire face à une guerre. Des explosions, des fissures et des incendies sont visibles partout. Près de la tour, une base de surveillance a été établie par l'association des chasseurs coréens. Son objectif, en plus d'aider les nouveaux chasseurs, est de compter le temps qu'il leur faut pour la terminer. Les deux hommes effrayés regardent le portail se former, disant qu'un nouveau record a été établi. Tout en passant un appel, l'homme en costume dit à l'autre de se préparer à l'arrivée des survivants. Cependant, une seule personne sort du portail. Marchant calmement, Woo Kim fait face au monde extérieur. Voyant d'innombrables bâtiments de tous côtés, la seule chose qu'il peut faire est de rire. L'homme de tout à l'heure arrive, le félicitant d'avoir réussi à quitter le tutoriel. Le protagoniste, étonné par le monde qui l'entoure, regarde l'homme, lui demandant s'il a vraiment réussi à sortir de la tour. Et les yeux pleins de larmes, il hurle de bonheur. L'homme cherche son nom sur la liste, mais ne le trouve pas parmi les participants du 18e groupe. En parcourant tous les anciens groupes, il arrive au premier groupe de tutoriel et trouve son nom. L'homme est choqué en le regardant tout en disant qu'il est le joueur avancé Woo Kim, qui saute toujours de joie d'être parti, n'entend même pas ce qu'il dit. Le premier à être convoqué dans la tour s'est officiellement échappé après 12 ans. Une semaine plus tard, une foule de personnes se rassemble pour entrer dans un bâtiment. Le journaliste de la rencontre avec les chasseurs est au centre de tutoriel de Corée, où les chasseurs du 18e groupe auront leur première évaluation de classement. Le 18e est un cas particulier pour avoir réduit le temps du record du monde pour avoir terminé la tour. Ils attirent l'attention du monde entier. Le journaliste dit qu'il y a aussi une autre rumeur qui circule.
Le fait que le joueur avancé ait finalement quitté la tour dans la zone d'attente VIP de la tour de tutoriel. Les chefs de guilde se rassemblent. La femme demande s'il est vraiment parti et l'autre répond qu'il n'y a qu'une seule personne du nom de Wukong qui est entrée en 2006. Elle pense qu'il doit avoir la même apparence que lors de leur première rencontre. Depuis que l'appétit dort dans la tour, tout disparaît. Même le vieillissement. L'autre chef de guilde se demande quel genre de monstre il est devenu après tout ce temps passé là-bas. Puis l'évaluation du classement commence. Les chasseurs novices se rassemblent en utilisant l'équipement de base qu'ils ont donné, à l'exception d'une personne qui mange des Doritos au fond de la salle. Le protagoniste qui a mangé tous les Doritos sur les étagères attire l'attention de tous les chasseurs présents. Il demande pourquoi ils utilisent cet équipement et l'homme répond qu'ils ont été distribués pendant la matinée et qu'ils sont nécessaires pour ne pas échouer au test d'évaluation. Il n'a même pas vu l'équipement arriver car il dormait. L'évaluation commence et tout le monde devient sérieux. Une porte s'ouvre et ils sont renvoyés. La luminosité de la porte est si intense qu'elle fait plisser les yeux du protagoniste en se demandant ce qui va se passer cette fois. On nous présente le labyrinthe d'évaluation du classement, un immense bâtiment métallique où un groupe de personnes se rassemble à la porte. Un homme en costume les accueille. David et le chasseur de rang A superviseront l'examen. Il dit que l'examen est regardé par le monde entier en ce moment, et que les chasseurs, équipés de leurs équipements de protection et de leurs armes respectives, se préparent avec une certaine nervosité. Voyant cela, David dit qu'ils n'ont pas besoin d'être si nerveux, car c'est comme une promenade de santé comparée au tutoriel. Pendant que David parle, le protagoniste bâille dans le fond, lassé de la situation. David utilise son téléphone pour présenter le premier test. D'un seul clic, il provoque un énorme bruit et un léger trimmer, expliquant qu'il y a plusieurs situations compliquées qu'ils vont traverser en tant que chasseurs, et que ce sera l'une d'entre elles. Derrière lui, plusieurs morceaux de béton éparpillés bougent simultanément, formant un labyrinthe. Ce labyrinthe est rempli de pièges. Il avait précédemment dit que ce serait une promenade de santé, mais en réalité, ils auront besoin de toute leur capacité pour le terminer. Le compte à rebours pour le test commence, et les chasseurs se préparent. Alors qu'ils avancent tous dans le labyrinthe, David est heureux que les nouveaux chasseurs soient disciplinés et pense qu'ils obtiendront de bons résultats. Alors qu'il se remémore l'époque où il était débutant, le protagoniste vient lui parler et lui demande s'il a juste besoin d'aller de l'autre côté. David le regarde de haut en bas, en se demandant qui est cet homme. Il se demande s'il est novice et ne comprend pas pourquoi il ne porte pas l'équipement fourni. Voyant le protagoniste si détendu, il se demande s'il prend l'examen au sérieux. Face à face, il demande au protagoniste s'il pense que l'examen est anodin, et le protagoniste lui dit de faire la leçon à la foule bruyante qui court partout. David s'énerve contre l'arrogance de Wukong, qui est impressionné par le courage de David de l'affronter. Wukong propose un pari, s'il peut terminer en moins de 20 secondes. David devra lui payer 100 000. Il semble hésiter à accepter le pari. Son ego est meurtri lorsque le protagoniste lui demande s'il a peur, augmentant la mise à 1 million. Avant d'avoir fini de parler, le protagoniste court vers le labyrinthe et touche l'un de ses murs. Il est impressionné par tout ce qu'un chasseur peut gagner et pense qu'être chasseur est en fait un très bon métier. En le voyant préparer un coup de poing sur le mur, David se demande ce qu'il va faire. Et les chefs de guilde qui regardent l'émission sont également curieux de la situation. Il frappe le mur avec une telle force que le mur massif et solide semble se transformer en eau. L'impact est si fort qu'il brille, provoquant une chaîne de destruction dans tous les murs derrière lui. Il se tourne vers David et dit que la sortie est de l'autre côté. Il a créé la sortie forcée, remportant le pari, et les gens sont stupéfaits par la folie montrée, ne sachant même pas comment ils évalueront le classement de cette chose. Les maîtres de guilde qui se sont battus avec lui dans le passé se demandent s'il a toujours été comme ça. Et tel un enfant heureux qui a gagné un bonbon, il rebondit en disant qu'il a gagné 1 million. Mais quand il voit les dégâts qu'il a causés, il se demande s'ils vont lui faire payer pour les dégâts. À la veille de l'examen décisif pour les chasseurs, la rédaction du magazine Live Hunter bourdonne de spéculations sur l'énigmatique vétéran. Les informations sont rares car il s'agit d'une figure du passé. Et il y a un nouveau venu, Kenyan Lee, qui mérite peut-être plus d'attention que le vétéran. Lee, un expert en arts martiaux traditionnels, est au centre des préoccupations des journalistes qui préparent un article sur lui tout en remettant en question l'existence du vétéran. Kang Yun Lee, désormais en plein examen, déclare son désir de devenir une légende alors qu'il se positionne pour le combat. Alors que d'autres reculent devant la menace d'un monstre, il reste ferme, prêt à l'affrontement. Épée à la main, il affronte le danger, prêt à tout risquer pour son rêve. Un maître de kendo avec un historique de victoires et de titres. Lee est le chasseur le plus redoutable de son groupe. Il pense qu'une première impression frappante peut lui ouvrir la voie du succès. Il se souvient de l'ascension fulgurante du protagoniste dans la tour, un guerrier imbattable qui surmonte tous les obstacles. Le jeune Lee, témoin de ce périple, ne comprend pas comment il a été éclipsé alors que le protagoniste proclame triomphalement son retour chez lui. Maintenant, lors de l'examen de classification, Yuni et les autres observent avec stupéfaction les dégâts causés. Pour des raisons de sécurité, l'examen est interrompu et tout le monde est prié d'attendre de nouvelles instructions. En coulisses, le film et l'équipe recherchent désespérément des images claires de l'événement. Les caméras auparavant focalisées sur Yan Lee ignorent le véritable protagoniste qui est devenu involontairement le centre d'attention. Le réalisateur, voyant le héros à l'écran, annonce l'émergence d'une nouvelle star. Young Lee, amer,
contemple le protagoniste endormi tandis que les chasseurs autour discutent de l'explosion, ignorant la présence de joueurs vétérans parmi eux. Yumi, cependant, voit une opportunité de reprendre la vedette. Le comité d'organisation annonce que le prochain examen va bientôt commencer, réveillant le protagoniste de son sommeil. Déterminé à ne pas être éclipsé par le joueur vétéran, Yumi se rend à l'examen disciplinaire. Face au monstre, il dégaine son épée et affronte un ogre. Grâce aux pierres magiques et à la technologie avancée, l'entraînement virtuel devient un spectacle où le but est d'éliminer le plus de monstres possible en un temps limité. Yanni fait étalage de ses compétences électriques, impressionnant tout le monde avec un éclair émanant de sa lame. Avec l'arrivée d'un prodige, il exécute une série d'attaques rapides comme l'éclair, éliminant 78 créatures et obtenant le meilleur score parmi les concurrents. Les spectateurs qui suivent la diffusion commentent que sans le joueur vétéran, Lee aurait été le champion incontesté. Wim passe à côté de lui, bâillant indifférent à l'agitation, tandis que les maîtres de guilde regardent avec curiosité comment il va s'en sortir après tant de temps. L'examen reprend. Ellie a 120 secondes pour affronter une horde de monstres holographiques qui apparaissent autour de lui. Les spectateurs regardent attentivement l'écran. Le protagoniste, même entouré de monstres, est extrêmement calme. Le compte à rebours se termine, et les monstres commencent à l'attaquer. Se déplaçant rapidement comme une balle, il fait exploser la tête d'un monstre. Ses mouvements sont si rapides que les caméras ne peuvent pas suivre. La horde d'orques est rapidement éliminée. Pour les observateurs, il semble avoir disparu et les têtes des monstres commencent à exploser. Même les chefs de guilde ne peuvent pas suivre ses mouvements, se demandant s'il utilise une technique. Cette hypothèse est écartée puisqu'il vient de sortir du tutoriel. En regardant attentivement les images au ralenti, il est clair qu'il s'approche simplement des monstres et les attaque avec désinvolture, sans utiliser aucune technique. La puissance et la vitesse de ce monstre effraient les maîtres de guilde, qui se demandent ce qu'il a bien pu faire pendant son séjour dans la tour. Lorsque le temps est écoulé, debout dans la pièce, il est entouré de cadavres. Il a réussi à tuer un total de 248 monstres à lui seul, battant ainsi l'ancien record. Les personnes qui regardent sa performance sur internet commentent à quel point il était incroyable. Certains pensent qu'il a utilisé la magie pour se déplacer de cette façon. Yan Li, en lisant ses commentaires, brise son téléphone au point d'agacer profondément les gens qui parlent de Kim et non de lui. Assoiffé de haine, il frappe plusieurs fois le mur de sa chambre. Vous avez fait tant d'efforts et même eu recours à des méthodes sale pour améliorer votre classement et il a été complètement dépassé par une personne au hasard. Dans la salle d'attente, une femme lui montre une liste en lui demandant de quoi il s'agit. Elle explique qu'il s'agit d'une liste de guildes qui aimeraient le rencontrer. Cette femme en face de lui est la responsable du renseignement de l'association des chasseurs, Alice. Elle explique que de nombreuses guildes sont intéressées par lui en raison du potentiel qu'il a montré. Le protagoniste jette un coup d'œil à la liste, comprenant que cette femme importante n'est pas là que pour ça. Il lui demande ce qu'elle est venue faire. Elle répond qu'elle est là pour des raisons personnelles. En plus de pouvoir voir en personne le chasseur qui a bouleversé le monde, elle lui suggère de rejoindre la guilde des héritiers en lui remettant le contrat juste après. À son arrivée à la guilde, sa rémunération fixe serait de 10 milliards 1 en raison du montant absorbant. Il demande si la Corée traverse une crise économique ou si la monnaie s'est beaucoup dévaluée. Elle explique qu'en fait, l'économie s'est considérablement améliorée, car les terres sur lesquelles le protagoniste vivait coûtent désormais environ 1,3 milliard. Il est visiblement effrayé par cette information. Les choses ont beaucoup changé depuis qu'il est entré dans la tour. Elle continue en disant que la guilde des héritiers s'intéresse beaucoup à lui et qu'ils sont prêts à payer jusqu'au double pour le réembaucher. Il se demande si quelqu'un du gouvernement pourrait recommander une guilde. Elle dit qu'il s'agissait d'une demande personnelle de l'éclaireur de la guilde des héritiers. Elle ajoute qu'il n'a pas besoin de décider maintenant, mais est interrompu par le protagoniste. Il a déjà décidé qu'il ne prévoyait pas d'être lié à une guilde pour obtenir le contrat sur la table. Au début, elle pense qu'il plaisante, mais il continue d'imposer fermement son idée. Après avoir quitté la pièce, il réfléchit à la proposition. Dans ce monde, tout est donnant-donnant. Ils n'ont pas offert une fortune de 10 milliards sans raison. S'il acceptait, il devrait travailler. Allongé dans son lit avec une pile de snacks sur le côté, Vagabond dit qu'il n'aime pas travailler et qu'il veut vivre une vie confortable et insouciante. Reprenant la conversation, elle lui demande s'il n'a pas l'intention de devenir chasseur. Mais il la prévient en lui expliquant que même sans lien avec une guilde, il existe des chasseurs qui travaillent seuls. Elle le trouve assez arrogant, mais lui dit tout de même que s'il change d'avis, il pourrait appeler le numéro inscrit sur la carte. Allongé dans son lit, il est en colère d'avoir mis autant de temps à se renseigner sur les chasseurs mercenaires. S'il avait su cela avant, il n'aurait pas perdu son temps à passer le test de chasseur et en aurait profité pour dormir. Il jette un coup d'œil à la liste des guildes et reconnaît certains noms. 5 jours plus tard, dans un restaurant japonais, il ne reconnaît pas les personnes à qui il parle. Les 3 maîtres des guildes les plus célèbres de Corée sont devant lui. Ils étaient ses anciens compagnons il y a 12 ans. Sukwan, qui avait son âge auparavant, est désormais un vieil homme. Le garçon timide Si est devenu un beau gosse et Suan, qui n'était qu'un élève têtu de l'école primaire, est devenu une autre personne. Il se souvient de la façon dont il se cachait derrière lui, ce qui le mettait dans une grande gêne. Il évoque également la fois où Sui s'est fait pipi dessus en voyant le béni du 14e étage menacé de mort. Il est heureux de retrouver ses amis et déguste ses sushis, se demandant comment il a pu vivre 12 ans sans. Ils se souviennent du jour où ils ont capturé le triton et où il n'arrêtait pas de fredonner en disant qu'il voulait manger des sushis. Il lui a même coupé la queue pour faire des sushimi. Il est clair qu'il a toujours été un fou dans cette tour,
Ses amis, qui se souviennent de son passé, disent qu'il est devenu une habitude d'entendre des histoires sur lui à l'intérieur de la tour. Curieux, Kim lui pose des questions sur certaines de ces histoires, découvrant qu'il est pratiquement une célébrité, et que les choses qui se font dans la tour sont encore mentionnées à la télévision à ce jour, ce qui l'inquiète un peu. Les idées qu'il a eues pour tuer l'ennui sont désormais diffusées à la télévision. Il se demande lesquelles sont là, puisqu'il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'il a faites là étaient embarrassantes. Une fois qu'il a terminé le donjon, faites comme si une autre fois il l'avait terminé en faisant un cosplay de gobelin. On dit que les histoires les plus célèbres sont celles d'une époque où il a vaincu un boss en dansant et du jour où il a vaincu tous les monstres en utilisant uniquement ses pieds du premier au 10e étage. Il est soulagé que les histoires les plus compromettantes soient restées là. En mangeant ses sushis, il explique que ce sont des choses qu'il avait envie de faire à ce moment-là. Ses anciens compagnons, qui le considéraient déjà comme un monstre après le test d'évaluation, ne font que le confirmer maintenant. Il dit qu'être piégé dans cette tour l'a fait faire beaucoup de choses. Même adopter un disciple. Il ne se souvient pas de l'époque exacte, mais c'était à ce moment-là qu'il a passé beaucoup de temps entre les étages 50 et 60. A trouvé un garçon qui avait été abandonné dans la tour. À l'époque, il pensait créer un style Marshall. Utilisant donc une grande cape et un masque de crâne, il se présente au garçon, agissant comme un moine mystérieux. Après cela, il commence à entraîner le garçon, lui faisant tenir des jarres d'eau en équilibre, tout en se tenant sur un pied, lui ordonnant de soulever des poids extrêmement lourds et disant qu'il devait concentrer l'épave de la piste dans son abdomen pour pouvoir briser un pilier. Mais tout ce que j'ai fait, c'est utiliser la force brute, en réfléchissant maintenant, et il a pitié du garçon et est heureux qu'il ait porté un masque, ne voulant certainement pas le rencontrer. Il demande comment les choses se passent dans le monde extérieur. Et il continue la longue conversation. De retour chez lui, allongé dans son lit, il ouvre à nouveau la fenêtre de statut, ne trouvant plus le message de la limite du tutoriel atteinte. Son âge est également revenu à 24 ans, comme s'il avait vraiment perdu 12 ans de sa vie. Son objectif maintenant est juste d'obtenir une bonne somme d'argent, et de vivre une vie paisible et tranquille jusqu'à sa mort. Mais même si de nombreux messages ont disparu, l'un d'eux a continué. Celui qui dit que le cycle infini a été supprimé. En ouvrant le message, il découvre une quête lui ordonnant de tuer 3 boss de ses donjons respectifs. Au même moment, il est appelé de l'extérieur de sa chambre. En ouvrant la porte, le portier lui dit que des personnes de la guilde des héritiers sont venues lui rendre visite. Le protagoniste dit qu'il n'est pas intéressé, mais le portier insiste. Voyant qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'il ne sera pas clairement établi qu'il ne veut pas rejoindre la guilde, il suit le garde jusqu'à l'endroit où l'attend le recruteur. Ils sont assis sur le canapé, un homme en costume, le garde derrière lui attend. Kim va droit au but en disant qu'il a clairement indiqué qu'il ne voulait pas rejoindre une guilde. L'homme se présente comme Bayon Lukang, le responsable des ressources humaines de la guilde des héritiers. Il demande au protagoniste s'il peut vraiment progresser en tant que chasseur sans guilde, affirmant qu'il n'y aura pas de souffrance inutile en rejoignant Harry. Kim comprend ses intentions et lui demande s'ils sont vraiment allés chez lui pour le menacer. Le garde de sécurité s'énerve contre l'impuissance de Kim, mais Bion l'arrête, lui conseillant de ne rien faire de stupide. Kim dit qu'il connaît bien leur guilde, affirmant qu'ils sont une bande de racailles qui ont monopolisé la moitié des donjons de Corée. Au cours de sa conversation avec ses anciens collègues, il a découvert que pour entrer dans un donjon, il lui fallait un ticket d'autorisation. La guilde des héritiers a monopolisé 66% de tous les donjons du pays. Des donjons de rang A, parfaits pour farmer, aux donjons de rang D, parfaits pour guider les débutants. Au fond, ils ne laissent aux autres que 2 options, payer leur ticket coûteux ou rejoindre la guilde. Le garde de sécurité frappe la table pour essayer d'effrayer Kim et lui suggère à nouveau de mieux réfléchir à la proposition, car ils peuvent mettre fin à ses jours s'ils n'acceptent pas. Le garde de sécurité jette la table contre le mur. Cet homme est un chasseur de rang A. Il demande si le MC a une chance contre lui. Le sourire aux lèvres, il continue de les provoquer. Assis négligemment sur le canapé, Kim se lève et enlève sa sandale, disant qu'il va leur apprendre les bonnes manières. L'agent de sécurité en colère se précipite sur lui, mais d'un coup de sandale au visage, il le jette contre le mur. L'autre regarde son ami avec effroi, tandis que le protagoniste s'approche calmement de lui. Avant de s'approcher de lui, Bion pense qu'il a un bon potentiel, mais qu'il n'est qu'un gros poisson dans un petit aquarium. L'agent de sécurité qui s'est entraîné directement avec la guilde des héritiers était prêt à le mettre à genoux, ou du moins c'était le plan. Maintenant, enterré dans le mur, il est complètement inconscient, et son supérieur est déconcerté par la situation. Il se demande comment Kim est si fort, même sans utiliser de magie. Le protagoniste s'approche et lui demande s'il sait ce qu'il déteste le plus. L'homme acculé contre le mur est désespéré tandis que le protagoniste continue de parler. Ce qu'il déteste le plus, c'est quand les gens essayent de le menacer. Avec un sourire malicieux sur le visage, il frappe Bion. Plus tard dans la nuit, Kim est chez un ami et parle de l'incident. Il dit qu'il a peut-être réagi de manière excessive, et que les gars d'Error sont implacables dans leur vengeance. Mais le protagoniste n'a pas du tout peur d'eux. Sin continue en expliquant que personne ne s'en prend à eux parce qu'ils ont tendance à garder rancune, à proférer des menaces, à empêcher les gens de rejoindre des guildes et à les faire taire dans les donjons. Il dit que ce que le protagoniste a fait était assez brutal et lui propose de rejoindre la guilde, ce qu'il refuse. Le protagoniste a maintenant un plan en tête et lui demande s'il a entendu parler du laboratoire d'Edoron. Il était curieux pendant ces 12 années. Pourquoi était-il le seul à ne pas pouvoir s'échapper de la tour? Ces questions étaient pleines de colère et de ressentiment. Qui étaient ceux qui a fait ça? Pourquoi a-t-il été en prison pendant 12 ans? Il pense que s'il parvient à percer ses secrets, il trouvera un responsable. Ils les font souffrir comme il a souffert. Le laboratoire d'Edoron est un donjon de rang C.
Son patron est un scientifique fou à moitié cyborg qui adore faire des expériences sur les autres. C'est un endroit réputé pour être un bon endroit pour les débutants qui veulent devenir plus forts. Sean n'est pas sûr qu'il l'autorise à entrer, car ce donjon appartient également à la guilde des héritiers. Indigné, Kim demande s'il n'existe pas de loi pour empêcher le monopole. Mais Sidian explique que le gouvernement n'a pas le temps de s'occuper des problèmes des chasseurs. Il ajoute que la raison pour laquelle ils peuvent tuer des gens dans les donjons sans se faire prendre est que la police ne peut pas enquêter là-bas, les classant comme des morts accidentelles. Le protagoniste décide d'envahir les lieux. Mais Khan le contredit immédiatement, affirmant qu'il surveille les lieux 24 heures sur 24. Il décide de les affronter de front, encore une fois, se faisant réprimander, car cela ferait de la guilde son ennemi. Il se souvient de ce qu'il a fait aux 2 dernières personnes de la guilde. Il dit qu'il est un peu tard pour y penser. Au siège de la guilde des héritiers, ils discutent de leur expansion en Chine, en Russie et au Japon. Satisfait de la progression de leur expansion, Seong-Huk est un chasseur de rang S et directeur de la branche coréenne de la guilde. Il dit que le temps nécessaire pour s'étendre à d'autres pays n'a pas d'importance, tant qu'ils ont toujours eu une longueur d'avance sur la concurrence. Comparons cela à la situation où vous fuyez un boss de donjon, où vous n'avez pas besoin d'être plus rapide que lui, mais juste plus rapide que le gars à côté de vous. Un de ses employés vient faire l'analyse du statut de Yeon Kim, en analysant les images de ses mouvements dans le didacticiel. Ils utilisent une machine qui mesure avec précision le statut des gens. En voyant son statut, il est impressionné car ils sont étrangement forts. Il demande s'ils ont réussi à le recruter. Il découvre que ce n'est pas le cas. Il dit que la guilde se porte mieux sans lui. Recruter un gars comme le protagoniste serait un énorme avantage pour la guilde. Avec ses compétences, il pourrait faire des progrès incroyables dans les labyrinthes et les donjons, mais il pourrait ne pas être satisfait et briguer son poste de directeur. Il leur dit d'oublier de le recruter et de lui donner une leçon. Alors qu'il sortait de la pièce, un homme roux aux cheveux attachés s'approche de lui. Cet homme lui dit qu'ils ont des problèmes au laboratoire Aderom. Dans les montagnes Chimbo, une jeune fille demande aux gardes du donjon de la laisser entrer pour chasser. Ils lui disent que pour pouvoir entrer, il lui faut un ticket et que si elle a besoin de chasser, il vaut mieux aller dans le labyrinthe qui est gratuit. Il s'approche de la fille qui semble être une archère. Elle lui demande de la laisser passer juste cette fois et en regardant attentivement la fille, il dit qu'il pourrait changer d'avis si elle lui donne son numéro. Voyant cette scène, le protagoniste s'approche. L'homme lui dit qu'il n'y a pas de toilette là-bas. S'il a besoin de faire caca, il vaut mieux aller dans les bois. Le MC réplique en disant qu'il doit entrer dans le donjon. L'homme pense que c'est une blague, car c'est un endroit vraiment dangereux. Kim continue d'approcher. Le gardien de sécurité lui dit que s'il ne part pas maintenant, il va se faire tabasser. Déjà à bout de patience, il dit qu'il a trop attendu pour enlever sa sandale. Les hommes sont déconcertés par cela, tandis que le MC les appelle tous les deux. L'homme pense qu'il est un fou et essaye de le renvoyer. Lorsqu'il s'approche, il est touché par la sandale du protagoniste, qui est projetée plusieurs mètres en arrière. Son autre ami se retourne pour comprendre ce qui s'est passé, pendant que le protagoniste s'approche par derrière. Alors qu'il a passé une petite nuit et que la sandale a explosé, il dit au gars de lui donner ses chaussures. Avec un air menaçant, il dit que s'il ne les lui donne pas maintenant, il finira comme l'autre. Portant désormais des chaussures qui ressemblent davantage à une pièce d'armure, il dit qu'elles sont super légères et confortables. Cela parce que l'homme a payé 5 millions pour la magie de réduction de poids. Disant qu'il n'est pas un méchant, il lui tend ses sandales. La fille qui était là dit qu'elle s'en va, tandis que l'homme désolé regarde les sandales explosées du protagoniste. Au siège de la guilde Su, Yan Li hurle sur Han, lui demandant comment il a pu laisser le protagoniste partir comme ça. Han se plaint qu'elle lui ait crié dessus et dit que Kim n'est pas quelqu'un qu'on peut arrêter. La seule chose qu'il pouvait faire était de le mettre en garde contre la culpabilité de l'héritier. Ils se souviennent de l'époque où ils étaient dans le donjon. Normalement, le protagoniste n'est pas du genre à semer le trouble et à laisser les choses aller. Mais si quelqu'un s'en prend à lui, l'histoire change. Tout le monde verra sa véritable personnalité perturbée. On voit Kim jeter un œil à ses nouvelles chaussures, tandis que ses compagnons disent qu'il ne devrait pas trop s'inquiéter pour lui. Après avoir discuté de la guilde des héritiers, il s'enquiert de son statut, laissant même Young surpris de l'entendre. À l'intérieur du donjon, Adorom cherche de nouveaux sujets de test pour continuer son examen. Un groupe d'aventuriers est caché, l'observant. Il se demande quoi faire car la guilde des héritiers ne se soucie pas du boss, puisqu'il ne génère pas beaucoup de bénéfices. Puisqu'ils sont déjà là, il recommande de l'abattre, mais la jeune femme du groupe se demande s'ils pourraient le faire avec leur niveau de compétence. Ils ont fait quelques recherches avant d'entrer dans le donjon, découvrant que le boss a une défense élevée, mais une attaque faible. S'ils parviennent à le fatiguer suffisamment, ils pourront le vaincre. Déterminés, ils se préparent à affronter le boss, mais finissent par voir un homme s'approcher de lui. Le groupe se demande qui est cet homme qui se retrouve face au boss. Il y a 12 ans, ses coéquipiers ont découvert ce que Kim a vécu lorsqu'il était enfant dans un orphelinat. On lui a dit de ne pas causer de problème et d'essayer de ne pas montrer qu'il n'avait pas de parents. Après la mort de ses parents, son cousin l'a placé dans un orphelinat et lui a volé son héritage. Il a peut-être perdu foi en l'humanité, même s'il est généralement sans problème. Si quelqu'un essaye de le contrôler ou de le mettre sous pression, il ne pourra pas retenir sa rancune. Le monstre géant Alfiborg se demande par quoi expérimenter en premier tout en faisant des étincelles avec ses lames. Le protagoniste lui dit d'arrêter, mais il continue de rire de la situation, se demandant pourquoi il devrait s'arrêter. D'un seul coup de pied, il détruit le corps du boss, laissant tout le monde sous le choc. En regardant à nouveau sa fenêtre de statut, l'une des missions est maintenant terminée. La suivante se déroule dans le village forestier. Le groupe d'aventuriers le reconnaît.
Il est le sujet numéro 1 de la communauté des chasseurs. Le joueur avancé se trouve dans le sous-sol de la guilde des héritiers. Le laquais du chef de guilde parle à Chinong Mayang, le chef de la direction de la guilde, lui montrant l'évaluation du protagoniste, le laissant impressionné par le fait que quelqu'un qui vient de sortir du tutoriel possède 2 attributs de rang B. Mayang dit qu'il est pratiquement un monstre et demande s'ils veulent qu'il s'occupe de ce type. Ils savent déjà que le protagoniste a envahi l'un de leurs donjons et commentent que cela a dû être humiliant pour le directeur. Si le protagoniste est vraiment si fort, il ne pourra peut-être pas simplement lui donner une leçon en devant le tuer, mais il fera de son mieux pour être discret, puisque son patron est occupé par des choses en Chine. Les choses sont assez compliquées car il y a 2 ans, lorsque la guilde PO a été créée, elle monopolisait pratiquement la moitié des donjons de Chine. Le chef de guilde à l'origine de ce succès n'est sorti de la tour que depuis 4 ans. Et tous les membres de haut rang sont également célèbres pour leurs capacités monstrueuses. Mais le plus impressionnant, c'est que l'identité du chef de guilde et du chasseur de rang S est inconnue. Comme ils sont très occupés par ces choses en Chine, ils ne prévoient pas de faire beaucoup d'efforts pour s'occuper du protagoniste. Ikk, qui prend des photos, est impressionné par les progrès technologiques, prend une photo de son ami et est impressionné qu'il puisse jouer à des jeux sur son téléphone portable. Il dit que le donjon qu'il a l'intention d'affronter est géré par sa guilde, mais que le boss n'est pas là pour le moment. Kim demande avec indignation pourquoi, et il répond qu'il a été vaincu il y a quelques semaines. Le système dans la vraie vie fonctionne différemment de celui de la tour. Leurs monstres mettent environ une journée à se régénérer, mais dans la vraie vie, ils suivent des règles différentes. Les monstres communs se régénèrent tout le temps, le boss met du temps à revenir. Le protagoniste a peur en pensant qu'il devra attendre 1 mois entier pour pouvoir le vaincre. Mais il est rassuré par la nouvelle qu'il ne reste que 2 ou 3 jours avant la réapparition. Il demande quand il va enregistrer son classement à l'association des chasseurs, car avec ce classement, il obtiendra des avantages en termes de sponsors et d'argent. Lorsqu'il parle d'argent, le protagoniste s'enthousiasme en demandant combien il peut gagner. Il explique que cela dépend du rang. Par exemple, les rangs B peuvent rapporter jusqu'à 1,3 million, alors que les rangs supérieurs peuvent rapporter beaucoup plus. Lui-même en gagne 7 millions. Le lendemain, Ion, qui se rend à l'association des chasseurs avec le CEN, l'homme à la réception lui demande s'il est là pour s'enregistrer, en demandant le nom du protagoniste. Dès qu'il découvre qu'il est le type qui s'est échappé après 12 ans, il se souvient que Vider le recherchait. Le trouvant assez arrogant pour un débutant, il espère que son score sera au plus de rang B. Il tend une boîte au protagoniste, l'œil de la vérité. Il mesurera son niveau de statut et l'affichera dans l'hologramme à côté de lui. Lorsque Yan tient la boîte et que l'hologramme apparaît, l'homme a l'air choqué par le statut qui y est affiché. Il crie en disant que cela n'a pas de sens pour lui d'avoir ces statuts. Et une fois de plus, nous voyons la nouvelle d'Ayomu se répandre. Les internautes commentent qu'à part la magie, tous ces statuts sont un rang et qu'il n'y a personne comme lui au monde. De retour en voiture, Ionu est impressionné par la rapidité avec laquelle la nouvelle se propage sur Internet. Kan dit que c'est inévitable, car en plus de ses statuts monstrueux, il a également provoqué une agitation dans le donjon de la guilde des héritiers. Sean prévient que la guilde des héritiers a probablement déjà rassemblé suffisamment d'informations sur lui et qu'après l'avertissement d'aujourd'hui, ils ne resteront pas les bras croisés. Tout en disant au protagoniste de faire attention, il joue sur son téléphone portable, il se met à rire en montrant son téléphone portable. Il dit que sur l'écran de chargement du jeu, il y a un chasseur qui fait une pose ridicule, pleine d'effets bon marché. Simon, l'air sérieux, dit que c'est lui, laissant une atmosphère gênante dans la voiture. Il demande si n'a rien à faire, puisque les autres maîtres de guilde sont toujours occupés et qu'il semble toujours avoir du temps libre. Il dit qu'il est aussi occupé qu'eux et qu'il a juste pris un jour de congé pour l'aider. Mais le protagoniste ne croit pas beaucoup à cette discussion. De retour au sous-sol de la guilde des héritiers, Tuter est impressionné par la force du protagoniste. Mayang dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter puisqu'il a appelé Chinamaning le chasseur qui est sur le point de devenir de rang S en Chine. Déjà dans le village forestier, Ionu et Sean attendent que le boss se régénère. Alors qu'ils s'enfoncent dans la forêt, un homme à quelques mètres les regarde avec un sourire aux lèvres. Le protagoniste demande qui est le type qui marche avec eux. Seyon explique qu'il est un assistant chargé de collecter des matériaux. Le protagoniste ne comprend pas très bien de quels matériaux il s'agit, mais Sei explique que les matériaux lâchés par le boss pourraient être vendus pour 20 ou 35 millions d'unités. Le protagoniste, surpris, demande à quoi pourraient bien servir ces matériaux. Steven comprend que quelqu'un habillé comme lui ne comprendrait guère leur utilité, car ils servent à fabriquer des armes et des armures. L'assistant demande à enregistrer le raid, expliquant qu'il est possible de gagner de l'argent en diffusant des vidéos en streaming. Ionu, un mercenaire de haut niveau, veut toucher 80% des bénéfices. Il continue de s'enfoncer dans la forêt et lui tend une carte, en lui disant que plus loin dans la forêt, cela devient un labyrinthe. Le protagoniste, ne sachant pas lire la carte, la jette en s'approchant d'un grand arbre. Il se tourne vers l'assistant et lui dit de bien enregistrer pendant qu'il se prépare à la frapper. Son coup de poing est si puissant qu'il détruit une grande partie de la forêt, créant un chemin vers le boss, un ogre à 2 têtes. L'assistant est impressionné par les capacités de Aom, l'enregistre et le suit jusqu'au boss. D'un bond, le protagoniste atteint la hauteur du boss, esquive son attaque et grimpe sur son épaule. Il donne un coup de pied au boss, le fait tomber et grimpe sur lui. Sous le clair de lune, il élimine en quelques secondes un boss de donjon. Tandis que l'assistant est heureux que sa vidéo devienne virale,
L'homme dans l'arbre les regarde avec un sourire malveillant sur le visage. Cet homme est Chongyang, qui analyse les capacités du protagoniste, convenant qu'il est vraiment à la hauteur du nom de joueur avancé. Ses états physiques sont écrasants, sans avoir besoin de magie ou de capacité. Cependant, il était assez facile de voir comment le vaincre. Demain sera le jour où il envahira le marais. Un moment pour l'attaquer. Le protagoniste déjà là sent que quelque chose cloche. Lorsqu'il reçoit un message sur son téléphone portable, c'est Suan qui s'inquiète pour lui. Le protagoniste continue d'avancer. Il ne craint ni la guilde des héritiers, ni quoi que ce soit d'autre, puisqu'il est fort. La veille, Soyan lui demande pourquoi il veut pénétrer sur les territoires de la guilde des héritiers. Il répond qu'il a des affaires à régler là-bas. Elle insiste pour lui demander de quoi il s'agit, mais il préfère ne pas les révéler. Elle lui demande s'il fait ça juste pour s'en prendre à Harris, et il répond que c'est un peu le cas. Sui sait au fond d'elle qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui, puisqu'elle a entendu quelles sont ses capacités, mais elle se sent quand même inquiète, lui disant d'éviter de rencontrer les membres de la guilde. Comme le marais est un donjon de rang A, Harry doit également l'attendre pour l'envahir dès que le boss se régénère. Le protagoniste la regarde et la remercie pour son conseil, mais il ne le suivra certainement pas. Déjà dans le donjon, il rencontre l'un des membres de la guilde qui le menace avec son couteau. Il crie pour tenter de l'intimider, tandis que le protagoniste se souvient des paroles de son ami. Voyant l'homme en position d'attaque, il lui demande s'ils n'apprennent jamais. Dès son arrivée, ils commencent à lui manquer de respect. Puis ils se font tabasser parce qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Le protagoniste, déjà fatigué, dit que c'est toujours la même chose, ce qui énerve le type qui le fonce dessus. Une explosion retentit, tandis que le protagoniste s'éloigne calmement. Marchant sur le sol meuble du marais, il est observé par un monstre dans l'eau qui, dès qu'il détecte qu'il s'est suffisamment approché, se lance à sa poursuite. Devant lui, un crocodile de plus de 20 mètres de long. Il est impressionné par sa taille. Se souvenant des paroles de son ami, il sait que sa peau est solide et résistante, et que ses dents valent beaucoup d'argent. Le protagoniste sourit avec malveillance en fonçant sur le boss, le frappant de plein fouet. Il dit qu'il va le tuer rapidement et tout piller, mais est surpris lorsque le monstre tente de s'enfuir. Il le tient par ses deux queues, ne le laissant pas entrer dans l'eau. Le monstre désespéré entend le protagoniste parler d'une attaque appelée la balançoire géante, alors qu'il est violemment projeté dans les airs. Il la lance sur une montagne, mais de manière impressionnante, elle survit et revient l'attaquer. Voyant l'aura meurtrière du boss, le protagoniste lui demande s'il veut être battu davantage sous le regard de Xianggang. Le crocodile l'attaque. Ayung s'apprête à l'achever, mais ses jambes sont prises dans des chaînes brillantes. Xianggang, qui l'attaque sans s'en rendre compte car il est temps de mourir. Alors que le boss ouvre la bouche pour l'attaquer, il utilise rapidement ses mains pour échapper à l'attaque du boss. Et lorsqu'il regarde ses jambes, il y a des chaînes rouges, brillantes qui le retiennent. Confus et ne sachant pas ce que c'est, Jiang, au sommet d'un rocher, dit que cela s'appelle des chaînes magiques et que c'est parfait pour quelqu'un comme lui qui n'a pas de magie. Assis par terre, le protagoniste demande qui il est et l'homme descend du rocher en se présentant. Il a été envoyé par la guilde des héritiers pour s'occuper de lui personnellement. Le protagoniste Dirty with Earth dit qu'il est un assassin de la guilde tout en le confirmant. Il dit avoir été impressionné par sa force brute puisqu'il a réussi à projeter le crocodile avec une facilité déconcertante. Il est conscient de sa puissance, mais prisonnier de ses chaînes, il ne pourra plus bouger. Attente de se libérer, mais se rend compte que les chaînes ne bougent pas. Il explique qu'il ne s'agit pas de chaînes ordinaires, mais de chaînes magiques, ce qui signifie que pour s'échapper, il doit utiliser la magie. Ce plan a été spécialement élaboré pour lui, qui vient de sortir de la tour et n'a aucune magie. Ion lui demande s'il a vraiment des ennuis, laissant Xiangling stressé. Il répond « Tout le monde est comme ça. Une fois pris au dépourvu, ils font comme si de rien n'était. » Le protagoniste, qui continue à faire comme si de rien, n'était le rend encore plus énervé. Il dégaine son épée et va attaquer Aonu. Dès que son épée entre en contact avec lui, il active une capacité provoquant une grande explosion. Il pense avoir réussi à le tuer, mais lorsque la fumée se dissipe, Haomu va parfaitement bien. Il se demande si quelque chose était censé se passer, ce qui le laisse totalement paniquer. L'attaque n'a eu aucun effet sur lui. Il tente d'attaquer à nouveau, mais est surpris par un coup de poing qui le projette au loin. Ionu s'approche en disant qu'il aurait dû se retenir tout le corps. L'homme confus demande comment c'est possible. Alors que les chaînes se dissolvent après cela, Ionu brise l'arbre auquel il est attaché et le retient. Puisqu'il est un assassin, il sait ce qui va se passer maintenant. Alors que nous voyons le crocodile, il est jeté sur le crocodile, le tuant instantanément. La notification de fin de mission apparaît devant lui, indiquant que la fenêtre de statut va être mise à jour. De retour à la guilde des héritiers, Mayong découvre que Jiaing a été tué par le protagoniste. L'arbre auquel il était attaché a déjà été englouti par le marais, ne leur permettant même pas de récupérer les restes. Xiangling était un chasseur avec 2 statuts de rang S. Avec cette capacité, quelqu'un de si fort a perdu contre Hayu. Mayang est à la fois inquiet et stressé, pensant à la manière dont il va s'occuper de lui. De retour chez lui, Ionu est allongé sur le canapé, pensif, il soupire, puis ouvre sa fenêtre de statut. De nouvelles choses ont été ajoutées. Il a gagné la capacité de scanner les statuts, et aussi une invitation du système pour être un gardien temporaire. Il ne comprend pas très bien, mais est heureux que quelque chose ait changé. Il pensait qu'il terminerait la mission et reçoit des informations de la tour, mais ce qu'il a reçu est une invitation qui expire dans 2 heures. Sean arrive à la maison en demandant s'il a mangé. Ahan en profite pour vérifier sa nouvelle capacité. En utilisant le scan de statut, il peut vérifier le statut d'une autre personne. Mais il finit par ne pas avoir beaucoup d'informations en raison du faible niveau de la capacité. Il s'énerve,
disant que c'est inutile, faisant croire à CM que c'était à propos de lui. Assis sur le canapé, il attend que le système se mette à jour pour pouvoir en savoir plus sur la tour. Lorsque l'horloge sonne minuit, tout autour de lui devient sombre et il est téléporté dans une pièce. Dans cette pièce, une femme l'attend, assise à la table en face de lui. Le regard vide, elle le salue en disant qu'elle est son assistante, Ab. Elle lui dit que tant qu'il sera en vie, ils se verront souvent. Le protagoniste s'emballe, pensant qu'il aura enfin des réponses à certaines de ses questions. Il comprendra enfin pourquoi il a été piégé dans la tour. Face à Ab, il attend qu'elle dise quelque chose. Il lui demande si elle ne va pas lui donner d'explications et finit par découvrir qu'elle ne fait que répondre à des choses. Comme première question, il demande qui l'a emprisonné dans la tour du tutoriel, mais elle ne peut pas répondre car son niveau de scan est trop bas. Il s'énerve car pour avoir des réponses à ses questions, il doit augmenter son niveau de scan. Il continue à poser des questions, mais elle n'y répond à aucune, le laissant tellement stressé qu'il lui donne une petite tape sur la tête. Ne sachant pas qui elle est ni pourquoi elle l'a amené, elle ne peut même pas répondre à ses questions. Ab dit qu'il y a une chose qu'elle peut lui dire. Les gardiens sont ceux qui défendent. Il respire et renonce à demander quelles informations il a besoin de savoir. Elle lui explique qu'il est actuellement un gardien temporaire. Lorsqu'il montera en grade, il obtiendra des réponses plus détaillées à ses questions. Il demande comment devenir un gardien officiel. Elle lui répond que dans 5 jours, une faille apparaîtra dans la région où il vit. Au plus profond, vous trouverez une clé pour augmenter le niveau de scan. En obtenant cette clé, il devient un véritable gardien. De retour chez lui, il réfléchit à ce qui s'est passé, pensant qu'il fera tout le nécessaire pour obtenir des informations. Le lendemain, il rencontre les maîtres de guilde et leur explique que leur faille va apparaître. Tous ceux qui sont réunis sont effrayés par cette information, car une faille signifie des catastrophes imminentes. De retour au siège de la guilde, le directeur frappe la table après avoir entendu le rapport selon lequel l'un des hommes les plus forts de la compagnie a été tué. Il est extrêmement énervé et leur dit de ne pas lésiner sur les dépenses pour se venger. Il leur ordonne de trouver un mercenaire plus fort que le précédent et veut voir Ayonu mort. Après l'avoir éliminé, il se tournera vers la guilde Pado dont les membres sont éliminés par une force masquée spéciale. On voit alors le protagoniste enchanté par un anneau, un petit objet qui coûte plus de 2 milliards de baguettes et que l'on trouve dans les labyrinthes. Le protagoniste demande quelle est la différence entre un labyrinthe et un donjon. On lui explique que dans les labyrinthes, on peut trouver des artefacts comme cet anneau. Mais les donjons ne reçoivent des ressources que des monstres ou des pierres de cristal magique. On dit que cet anneau est enchanté, ce qui le compare à ceux des jeux. En utilisant sa capacité, il découvre que l'anneau est un objet de classe A, avec une capacité de pyrokinésie, mais il ne peut pas voir grand-chose à cause du faible niveau de la capacité. Pensant que sa capacité est nulle, il pense que lorsqu'il aura terminé ce qu'il a à faire, il vaut mieux visiter un labyrinthe. Il se souvient de la conversation qu'il a eue avec Ae et demande s'ils sont au courant d'une faille, alertant tout le monde lorsqu'ils entendent cela. En gros, une faille, c'est quand le sol s'ouvre de nulle part et qu'un nombre infini de monstres commencent à en sortir. Ceux qui en ont été témoins l'ont appelé les portes de l'enfer. Appa, qui en a parlé si calmement, a fait penser au protagoniste que ce n'était rien de grave, ce qui l'a énervé. Il a demandé à l'école ce qui se passerait si une faille s'ouvrait en Corée. Tout le monde devient pensif car il serait probablement capable d'arrêter une faille de bas niveau, mais cela transformerait toute la zone en un terrain vague. Certaines guildes essaieraient de combattre la faille, tandis que la guilde des héritiers enverrait probablement une équipe de nobis et prétendrait avoir aidé à se défendre contre la faille. Le protagoniste regarde la viande dans son assiette et leur dit de manger beaucoup et de bien se reposer pendant les jours à venir, les laissant quelque peu confus. Quelques jours plus tard, à l'aéroport, certaines personnes remarquent un petit tremblement de terre. Le tremblement de terre s'intensifie et le sol commence à se fissurer. Une faille rouge commence lentement à s'ouvrir, atteignant une taille énorme. Pendant ce temps, dans un château lointain, un homme encapuchonné s'approche d'une immense table circulaire, annonçant que la 9e classe s'est réveillée. L'homme assis à cette table demande si elle s'est complètement réveillée. Il explique que pas encore, mais qu'elle le sera bientôt. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Cet homme à l'apparence démoniaque regarde Yona en attendant de voir de quoi il est capable. De retour à l'aéroport, les gens sont au sol, effrayés par le tremblement de terre. Certains ont réussi à se tenir debout, mais d'autres tombent tout simplement à genoux. Un hélicoptère de presse survolant la zone avertit les gens d'évacuer en raison de l'apparition d'une faille. L'aéroport a été bloqué et des chasseurs y ont été envoyés, mais des rivières de monstres continuent d'émerger de la faille. La situation empire de plus en plus, comme une guerre entre humains et bêtes. Ils avancent sans relâche sur les humains. Certains désespérés ne peuvent rien faire, mais un membre de l'équipe utilise une compétence pour piéger des monstres et profite du temps pour les éliminer. En tant que chasseur expérimenté, il ordonne aux débutants de se relever et de continuer à se battre. Mais Yoon tue plusieurs monstres et se rend compte que la situation empire car les renforts n'arrivent pas. Peu importe le nombre de victimes, il en arrive toujours d'autres. Ils doivent attaquer au bon endroit où la faille s'est ouverte. L'homme entend un bruit et lorsqu'il regarde, il voit un squelette géant s'approcher. C'est un monstre de rang A, ce qui fait perdre espoir aux gens. Là où le squelette est sur le point d'attaquer, l'homme ordonne à tout le monde de courir tout en essayant de se protéger de l'attaque. Mais même en se défendant, l'impact est si fort qu'il le projette au loin, s'arrêtant dans une voiture. Le squelette s'approche face à lui, prêt à lui porter le coup de grâce. Mais à la dernière seconde, il est arrêté par Ayonu. Les mains dans les poches, il lui donne un coup de pied à la tête, la brisant. Les personnes présentes le reconnaissent. Les vêtements noirs décontractés qu'il porte l'identifient immédiatement. Le joueur avancé des nouvelles est devant eux.
Voyant les dégâts qu'il a causés au squelette, il ouvre la fenêtre de statut, réalisant qu'il doit aller plus loin dans l'aéroport pour trouver la clé. Les gens s'approchent, impressionnés qu'il ait renversé un squelette d'un seul coup. Mais à cause de la distraction momentanée, ils sont attaqués par l'ordre des monstres. Voyant cette scène, Aom pense qu'il peut donner un coup de main jusqu'à l'arrivée des secours. Il prend le bâton que le squelette géant a utilisé, saute et tourne plusieurs fois dans les airs, puis jette le bâton sur le tas de monstres qui s'y trouvaient, tuant plusieurs d'entre eux. Les gens regardent cette destruction et espèrent qu'ils peuvent être sauvés avec lui. Mais le protagoniste quitte la scène, laissant les autres avec eux, les faisant se battre et survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Même en se battant sans cesse, il commence à se fatiguer et les monstres n'en finissent pas. Le général dit que s'ils abandonnent maintenant, ce sera un massacre pour les personnes qui sont à l'extérieur. Dans un moment d'inattention, il est attaqué par derrière. Mais le monstre est tué d'un seul coup d'épée. Le chef de la guilde SU arrive pour aider. Cette fois, avec son épée et ses vêtements de samouraï, il est prêt. Et avec tous les membres de sa guilde, un bruit provenant de l'autre côté d'un tas de voitures attire son attention. Un monstre mort tombe à côté d'eux. Suan, accompagné des membres de sa guilde, apparaît. Et un peu plus tard, Sukwin arrive également. Avec tous les branchis présents, il pense qu'il est enfin en sécurité. Suan demande des nouvelles d'Ionu, qui auraient dû arriver avant eux. L'homme dit que le joueur avancé vient d'entrer dans la faille. Une attitude que ses amis attendaient déjà en raison de son impatience. Maintenant, tous réunis, ils commencent la contre-attaque contre les monstres. Stupin utilise une compétence pour renforcer son bouclier. Prenant la tête de l'artillerie, il avance vers le troupeau de monstres, en éliminant plusieurs d'entre eux. Sing Hai, utilisant des mouvements rapides et précis, combat également les monstres. Tandis que Suyon, qui utilise la magie de la foudre, lance des sphères d'énergie qui explosent dans un éclat de lumière brûlant les monstres. Ion, qui observe l'abîme selon ce qu'Ab dit qu'il doit atteindre la partie la plus profonde. Il voit qu'il y a un chemin que les monstres empruntent pour grimper. Et en regardant un peu autour de lui, il trouve une voiture. Une idée lui vient à l'esprit. Il arrache les portières de la voiture et s'en sert comme de deux boucliers pour sauter dans la horde de monstres. Un gobelin qui passe par là tente d'avertir ses compagnons, mais en vain. Le vrai monstre atterrit au milieu de l'horreur, les laissant effrayés comme des buffles. Il avance sur le chemin, projetant les monstres dans tous les sens. Certains retombent dans l'abîme, ce qui lui fait comprendre qu'il n'est pas si loin d'y descendre. Il jette les portières de la voiture qu'il tenait et saute dans l'abîme, atterrissant sur un tas de monstres. Arrivé au fond de la faille, il voit approcher un monstre rouge qui a l'air différent des autres, plus fort et avec des cristaux éparpillés sur son corps. Le grimpeur écarlate est un monstre qui détient la clé dont le protagoniste a besoin. Il avance immédiatement pour le lui prendre, envoyant un coup de poing vers le monstre, qui parvient à l'esquiver et à contre-attaquer, le projetant au loin. Le protagoniste, surpris, n'a pas le temps de réfléchir alors que le monstre avance vers lui. Ion parvient à l'esquiver et à contre-attaquer avec un coup de pied et un coup de poing au visage, faisant tomber le monstre au sol. Il dit quelques mots en pointant du doigt le protagoniste, qui ne comprend pas, et continue de le poursuivre. Le monstre parvient à arrêter son coup de poing d'une main, attaquant juste après. Et dans ce combat, le protagoniste a clairement du mal à faire face à l'ennemi. Remarquant une coupure sur son ventre, il se demande s'il ne devrait pas utiliser cette capacité, se relève et dit que le monstre est désormais en difficulté. Sans comprendre, le protagoniste commence à préparer une position de combat comme un véritable artiste martial. À l'époque où Yonu était encore piégé dans la tour, il se souvient que dans les histoires d'arts martiaux, les gens échappaient à leurs épreuves après avoir atteint l'illumination grâce à un entraînement spirituel. Il savait que ce n'était qu'un film absurde, mais il continua à s'entraîner, car son espoir d'atteindre l'illumination et de quitter la tour était plus fort. Au début, il se contenta d'imiter les arts martiaux qu'il avait vus à la télévision. Mais c'était une perte de temps, car ses coups de poing ne faisaient rien contre les monstres. Il pensait que c'était du gaspillage. Mais à un moment donné, il réussit à décapiter un monstre d'un seul coup de poing. Le statut qu'il avait gagné en nettoyant la tour des centaines de fois transforma quelque chose de faux en réalité. Il essaya d'oublier ces jours car ils étaient très embarrassants. Pendant qu'il se préparait, le monstre l'attaque, même en voyant un coup de poing arriver, il resta calme et utilisa une technique appelée Fureur de l'Empereur, frappant violemment la tête du monstre. L'attaque est si puissante qu'elle ouvre un trou dans les rochers voisins. Voyant cette destruction, il est heureux qu'il n'y ait personne autour, et que cette habitude de crier les noms des techniques soit très embarrassante. Il prit la clé, ce qui mit à jour sa mission. Dans 3 jours, il rencontrera à nouveau une, et il pense qu'il vaut mieux qu'elle ait des réponses à donner cette fois. Il observe un petit drone voler au-dessus de sa tête, dont les images sont diffusées sur un grand écran à la guilde des héritiers. Ils sont choqués par cette démonstration de puissance. Le boss demande s'il a vraiment atteint un rang. Son assistant lui répond que ce sont les résultats officiels de l'association des chasseurs. Le boss demande si cela ressemble à un rang. Même avec sa magie sous-développée, sans utiliser d'objets ni d'armure, et en portant des écouteurs de sport, il a réussi à réaliser des exploits effrayants. Le boss demande si vous avez l'information. Il pense que même toute cette force brute a ses limites et ordonne de se préparer complètement à l'éliminer. Le lendemain, à l'association des chasseurs, plusieurs journalistes photographient les chefs de guilde et le protagoniste. Ils reçoivent une récompense pour leurs efforts contre la faille. Alors que tout le monde est en costume, le protagoniste porte négligemment ses vêtements de sport tout en étant filmé par l'assistant de raid dans la forêt. Il est assez heureux que de nombreuses personnes regardent sa diffusion en direct. Les commentaires continuent d'affluer lorsque le protagoniste est récompensé. Un homme qui semble être de l'armée le regarde de haut en bas
en analysant ses vêtements. Il demande s'il doit lui apporter de nouveaux vêtements, mais répond avec la même pétulance que le protagoniste, ce qui le laisse profondément irrité. Après avoir reçu ses récompenses, il demande s'il peut partir, mais avant qu'il ne puisse répondre, il court vers la sortie. Ses amis présents ne sont plus impressionnés par ces choses, car le protagoniste est quelqu'un qui n'adhère pas aux chaînes de la société. On nous montre le château de la ville de Gil, en Chine. Une femme dans une grande baignoire d'eau chaude regarde la télévision en voyant les images du protagoniste combattant le monstre cramoisi. Elle observe ses positions et ses mouvements. Surpris, elle sort de la piscine et lui demande rapidement quel est son nom. Son assistant dit qu'il est le chasseur Ionu, qui vient de sortir du tutoriel. Elle ordonne de tout savoir sur lui, de son passé à son présent. Alors que l'assistante accepte, un homme portant un kimono blanc entre dans la pièce. Il la salue et dit qu'il apporte des nouvelles concernant la soumission de la Guilde One. Sans même le regarder, elle lui demande quelles sont les informations. Il semblerait qu'ils aient réussi à prendre le contrôle de tous les donjons de la région sud. Mais un cadre a été capturé par la Guilde des Héritiers. Pendant qu'elle se sèche, elle dit que si un cadre tombe entre les mains d'inférieurs, il ne mérite même pas de faire partie de la guilde. Elle attache ses cheveux et dit qu'il est embarrassant qu'ils n'arrivent pas à capitaliser sur toutes les guildes de leur propre territoire. Tout en regardant le protagoniste à l'écran avec un regard amoureux, elle dit que c'est un petit prix à payer pour continuer à tenir ce serment. De retour en Corée, Suan demande au protagoniste s'il comprend à quel point il est devenu célèbre. Il est devenu une personnalité publique maintenant, mais il ne comprend pas à quel point cela peut être difficile. Sur Internet, les gens publient des nouvelles et des commentaires malveillants à son sujet. Ils disent que c'est parce qu'il est allé recevoir le prix en tenue décontractée et en tongs, puis s'est enfui. Ayon s'en fiche, car il ne les reverra plus, et continuera à vivre comme il l'entend, laissant ses amis inquiets pour son avenir. Il se lève en disant qu'il doit partir. Lorsque ses amis lui demandent où il va, il répond qu'il va aller à un rencard, laissant tout le monde sous le choc. Lorsqu'il part, tout le monde s'inquiète pour lui. Bien qu'il ait quitté la tour récemment, il s'est déjà fait plusieurs ennemis. Stuan dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour lui puisqu'il est fort. Ce n'est pas comme s'il semait le trouble. Il se rend dans une ruelle isolée. En attendant la fin du temps imparti pour l'invitation, une lumière vive entoure son corps et il retourne dans la chambre d'abbé. Il demande si le balayage de statues a augmenté de niveau. A répond qu'après avoir combattu le démon cramoisi, il est passé d'un rang inférieur à un rang inférieur, ce qui ne le satisfait pas du tout. Abbé lui dit de se calmer et qu'elle ne fait que répéter ce que le système lui a demandé de dire. Elle dit que les informations auxquelles il peut accéder sont pratiquement les mêmes, ce qui l'irrite beaucoup. Mais maintenant qu'il est devenu un tuteur officiel, elle peut partager les tâches qu'il doit accomplir. Et une fois qu'il les aura accomplies, il pourra découvrir tout ce qu'il veut. Maintenant qu'il est devenu gardien, son rôle est d'arrêter tous les grimpeurs qui escaladent la tour. Il dit qu'il a été piégé dans la tour pendant 12 ans et qu'il n'en a jamais vu un seul. Mais on le corrige en lui disant qu'il ne s'agit pas de la tour du tutoriel, mais de la tour qui se compose de 12 couches dont la Terre est l'une. Ce qu'il doit protéger, c'est la 9e couche, la Terre. Ioner voulait juste savoir qui l'avait emprisonné dans la tour, et maintenant il est devenu un protecteur de la Terre. Toutes ces choses sont trop compliquées pour quelqu'un qui voulait juste vivre en paix et tranquille. Ao dit que s'il n'arrête pas les grimpeurs, la 9e couche sera détruite, ce qui signifie la fin de sa vie et de celle de ses amis. Il est outré de ne pas avoir le choix et de devoir se taire et obéir. Abe tente d'apaiser la situation en disant que ce n'est pas tout à fait ça, ce qui rend le protagoniste encore plus en colère, car elle ne peut pas donner de bonnes raisons. Ab, qui porte le prestigieux titre d'administrateur du nouveau système, se montre trop indulgente envers lui. Elle l'appelle par son nom, changeant de ton pour prendre un ton sérieux. Cependant, le protagoniste répond encore plus sérieusement, faisant comprendre à Eve que cette approche ne fonctionnera pas. Elle change de ton, expliquant que le fait qu'il l'ait choisi comme gardien était pour son propre bien. Elle dit également qu'il y aura des récompenses qui augmenteront à mesure qu'il tuera plus d'alpinistes. Iona parle maintenant d'une voix calme et sereine. Il demande à quel niveau de scan il doit être pour savoir qui sont les créateurs de la tour et l'ont enfermé à l'intérieur. Répète que son niveau de scan doit être plus élevé pour avoir accès à cette information. Il demande combien d'alpinistes il doit tuer pour monter de niveau, mais Ab dit qu'il n'y a pas de nombre exact, car ils ont aussi des niveaux. Pour obtenir les informations qu'il souhaite, il doit tuer 5 alpinistes de haut rang. Le démon écarlate qu'il a affronté auparavant était probablement un alpiniste de bas rang, ce qui lui fait comprendre comment fonctionne ce système. De retour chez lui, il se trouve dans une bibliothèque en train d'observer sa fenêtre de statue. Le seul nouveau message est qu'il recevra une notification lorsqu'un grimpeur apparaîtra. Toutes ces bêtises selon lesquelles la Terre est à l'intérieur d'une tour et qu'il doit être le sauveur de l'humanité. Tout cela est très compliqué. Donc, pour simplifier les choses, ce qu'il doit faire, c'est tabasser des monstres jusqu'à ce qu'il puisse découvrir qu'il a emprisonné à l'intérieur de la tour. Alors qu'il réfléchit à cela, il reçoit un appel de Sun. Lorsqu'il répond, elle lui dit qu'il a de sérieux ennuis et qu'il doit regarder les informations immédiatement. Lorsqu'il allume la télévision, il est confronté à des présentateurs parlant du meurtre qu'il a commis sur un membre de la Guilde des Héritiers. Le protagoniste se rend chez Sukwan Han. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner, mais il est calmement allongé sur le canapé. Suan dit qu'il était déjà célèbre dès qu'il a quitté la tour du tutoriel. Après avoir franchi la faille seul, sa popularité n'a fait qu'augmenter. Mais maintenant, avec les accusations de meurtre,
d'autres pays pourraient commencer à prêter attention à lui. Il demande pourquoi ils sont si inquiets. Suyam, enflammé de colère, demande comment il ne s'inquiète pas. Il la regarde, et un sentiment étrange traverse son esprit. C'est comme s'il se faisait gronder par sa femme, mais il n'a jamais été marié, ni eu de petite amie. Il demande donc si Swan l'aime bien. Elle respire mais ne peut pas contrôler sa colère, activant sa capacité de foudre. Elle lui demande s'il pense qu'elle plaisante. Et s'il dit encore une chose comme ça, elle va le faire griller. Son arrive en montrant son téléphone portable, plusieurs appels manqués de journalistes, et il est également le sujet numéro 1 sur Twitter. Stuan dit que ce n'est pas la première fois que cela arrive, et Sean lit quelques articles à leur sujet. Les articles, en plus de parler de lui, tentent de ruiner la réputation des autres guildes, mais le protagoniste ne semble pas s'en soucier tant que ça, ce qui les impressionne même par son manque d'inquiétude. Swan recommande d'éteindre simplement le téléphone portable comme lui, et dit que la conférence de presse commence dans 30 minutes. Les deux autres, qui n'étaient pas au courant de la conférence de presse, lui demande s'il a prévu quelque chose. Il pense même qu'il a l'intention de tabasser tous les journalistes et de déclarer la guerre à la guilde des héritiers. Le protagoniste est déçu par la façon dont il pense qu'il va agir, tandis que Sipuan rit de la situation. À la guilde des héritiers, le directeur demande si tout se passe comme prévu. Lui répond oui et lui explique toute la situation. À en juger par l'opinion publique, il lui sera très difficile de s'en sortir. Le directeur est satisfait, pensant que celui qui frappe en premier remporte le combat, car il est trop tard pour se racheter. Il compte garder une longueur d'avance sur Yeonyu, l'achevant une bonne fois pour toutes. Lors de la conférence de presse, les journalistes demandent si cette information est vraie, s'il a vraiment attaqué la guilde des héritiers. Le protagoniste, voyant tous ces gens prendre des photos et enregistrer, dit qu'il ne sait pas vraiment comment fonctionnent les conférences de presse, et qu'il va faire les choses à sa manière. Il choisit l'un des journalistes qui lui demande comment il se sent en ce moment. Il répond simplement que c'est de la merde. Un autre journaliste lui demande s'il est vrai qu'il a assassiné un membre de la guilde des héritiers, et il répond honnêtement que oui, laissant les gens présents sous le choc. Il ajoute qu'il ne sait pas pourquoi il le traite ainsi. Il n'a refusé leur proposition qu'une seule fois. Et ils sont déjà allés si loin. Il montre la vidéo de sa rencontre avec l'assassin. Les gens sont abasourdis par les rebondissements de la situation et continuent de regarder la vidéo. Toute la conversation qu'il a eue avec l'assassin est montrée aux médias. Il demande où cela a été enregistré. Et il dit que c'était dans le donjon des marais où il est allé vaincre le boss. Les gens ne le croient toujours pas, disant que les enregistrements ont pu être modifiés. Mais sachant cela, il sort son téléphone portable de sa poche. Ce téléphone portable appartient au type qui a tenté de le tuer. Il ne sait pas exactement ce qu'il contient, car il est verrouillé, mais il le découvrira en l'apportant à la police. Il ajoute qu'en tant que débutant qui vient de sortir de la tour, la seule chose qu'il pouvait faire était de se défendre. Il dit que l'assassin a été tué par le méga crocodile dans une embuscade. Les gens là-bas commencent à écrire ce qu'il a dit et à le partager sur internet. Il quitte le cours irrité de devoir faire autant de choses ennuyeuses. Maintenant, le jeu contre la guilde des héritiers a changé. Le protagoniste qui est accusé est maintenant applaudi, tandis que la guilde des héritiers est accusée de mentir. Au bureau, le directeur est furieux de la façon dont il a changé le jeu avec de simples enregistrements audio. Il l'a sous-estimé, pensant qu'il n'était que muscle et sans cervelle. Mais il ne laissera pas les choses se terminer comme ça. Dans un restaurant, ses amis sont impressionnés par sa minutie. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il parvienne à obtenir un enregistrement et même à s'emparer du téléphone portable de l'assassin. Mais le protagoniste dit que le téléphone portable n'était pas celui des assassins. En fait, il l'a juste pris au hasard dans la pièce. Il se demande si les autres choses sont également des mensonges, mais il les corrige en disant que l'enregistrement est vrai, puisqu'il n'arrêtait pas de dire que les erreurs étaient dangereuses. Il enregistrait de l'audio tout le temps, mais il n'imaginait pas qu'ils seraient aussi utiles qu'ils le sont maintenant. Ils disent que si la police récupère ce téléphone portable et enquête, il sera découvert. Mais il explique que les Gaderis lui rendront probablement visite et qu'il lui dira simplement d'aller se faire voir. Leur guilde est basée aux États-Unis. C'est l'une des plus grandes guildes au monde, et elle a des sièges sociaux à divers endroits, mais apparemment aucun autre pays n'a accordé autant de donjons que la Corée. Que ce soit un mauvais plan ou une proposition, cela n'a pas d'importance pour lui. Ils ont beaucoup à perdre dans ce combat, mais pas lui. Quelque temps plus tard, sur un parking, Ayo dit à Sien de rentrer seul chez lui, car il a besoin de se promener. Il se rend dans une ruelle, et se rend compte qu'il est suivi par plusieurs personnes. Il savait que quelque chose comme ça arriverait s'il était seul, mais ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite. L'un des hommes s'approche et dit que quelqu'un le cherche et qu'il devrait le suivre. Le protagoniste dit qu'il ne veut pas, et l'homme répond qu'il va l'emmener de force. Ion, impressionné par leur courage alors qu'ils ramassent des légumes par terre, se met en colère contre son impudence et l'attaque en utilisant la magie de ses deux mains. Mais cette attaque est facilement stoppée en utilisant les choux. Après avoir vu le boss se faire jeter, tous les ninjas l'attaquent en même temps en utilisant toutes sortes de capacités. Mais aucune de leurs attaques n'est assez puissante pour pénétrer sa peau. À ce moment-là, l'ascenseur commence à descendre, et les hommes de main s'inquiètent de savoir qui pourrait arriver. L'ascenseur explose avec un éclair lumineux et le guide du protagoniste est projeté à travers la porte. Voyant l'explosion, les hommes de main se préparent à arrêter l'intrus, et notre protagoniste apparaît en marchant dans la fumée. Yen les raille en disant que cet endroit montre qu'ils avaient beaucoup d'argent. L'un des hommes de main dégaine son épée, tout en se demandant qui il était et comment il a réussi à entrer dans la base. Notre protagoniste se présente comme le faucheur venu les achever en s'approchant d'eux. Au même moment, dans une pièce voisine, une fille était attachée avec des cordes énergétiques et couverte de marques. Sans lui demande si elle ne voudrait pas commencer à parler, puisque sa guilde l'a abandonné. La fille le regarde simplement sérieusement sans rien dire, tandis que Sin lui dit d'arrêter de résister. Il mentionne qu'elle peut partager les informations internes de la guilde pour être libérée. Malgré cela,
Elle continue de l'observer sans changer d'expression ni dire quoi que ce soit. Cela irrite Sen, qui ordonne à ses hommes de main de l'emmener pour une autre session. Mais l'un des hommes de main mentionne qu'elle pourrait ne pas survivre à leur tactique, lui demandant s'il en était sûr. S'en ignore l'avertissement, disant que même s'il ne pense pas qu'elle dira quoi que ce soit, ils doivent tout faire pour la forcer à parler. Il accepte l'ordre et s'approche de la fille pour l'emmener. À ce moment-là, un bruit fort retentit derrière la porte, suivi d'une explosion brillante. Cela impressionne Sen, qui les regarde en entendant les pas légers du protagoniste. Yen apparaît, disant qu'il a entendu dire qu'il le cherchait. Il se moque des chasseurs, leur demandant s'ils ont fini de le chatouiller. Plusieurs cris se font entendre dans les rues sombres, révélant que les chasseurs ont été vaincus. Le dernier des chasseurs debout est attrapé par le cou par Yen, qui le supplie d'être libéré. Notre protagoniste sourit, disant qu'il avait l'air d'être un type spécial. Il demande ensuite aux chasseurs de le guider vers la personne qui le cherchait. Ils arrivent à un bunker à la périphérie de Wonju et Gangu. Deux gardes discutent des efforts de la guilde pour construire cet endroit, et du fait que tout cela a été fait avec de l'argent sale, mais son compagnon explique qu'ils sont les seuls à accepter des chasseurs comme eux, et lui demande s'il ne trouve pas cela drôle. Le chasseur est d'accord avec son compagnon, mentionnant qu'ils auraient une célébrité qui se rendrait à cet endroit. Son compagnon confirme en disant que c'était Ion qui était emmené. Ils discutent du fait qu'Ion apparaît si souvent à la télévision, et qu'il est très intrépide, tout en mentionnant qu'il serait attrapé par l'équipe 1. Son partenaire mentionne alors que les supérieurs étaient agacés et lui ont demandé s'il n'avait pas vu ce que le protagoniste avait fait pendant la conférence. À ce moment-là, quelque chose tombe du ciel à quelques mètres de l'endroit où ils font exploser le sol. Les deux gardes se préparent à ce qui a causé cette explosion. Notre protagoniste apparaît en tenant son guide par le cou. Il essaye de vérifier s'il était au bon endroit et le guide lui répond que oui. Puis les gardes reconnaissent Hayam tout en se préparant à l'un de ses mouvements. Pendant ce temps, à l'intérieur de la base, des hommes de main entendent les bruits de l'agitation qui se produit à l'entrée. Lorsqu'il regarde à l'intérieur de la pièce, il finit par voir la fille assise et ligotée, qui le fixe un peu plus calmement. Notre protagoniste le raille, en disant qu'il avait déjà eu un invité alors qu'il était derrière lui. Le président pose des questions sur l'équipe 1 tout en essayant de comprendre comment il est arrivé là. Yen essaye de vérifier s'il s'agit de l'équipe envoyée pour s'occuper de lui, en disant qu'à ce moment-là, il se reposait. Comme tous les hommes de main dans la pièce d'à côté, il donne au manager le choix entre se faire tabasser ou s'asseoir pour discuter. Tandis que Sena est impressionné, son partenaire dégaine une épée et tente de terrasser Yen. Mais notre protagoniste lui assène simplement un coup de pied direct et le jette au loin. Après avoir vaincu les hommes de main, Yen les raille en disant que les gens étaient assez agressifs, même après l'avoir invité. Il ajoute en demandant s'ils traitent habituellement leurs invités comme ça. Finn se met à rire, en se rappelant qu'ils ont dit qu'il était de rang A, tandis que les chasseurs de bunkers étaient au moins de rang B+. Certains étaient presque de rang S et ont été envoyés pour attraper Yen, mais malgré cela, ils ont tous fini par être vaincus par le protagoniste. Le chasseur se souvient également du rapport mentionnant que Yen avait arrêté la crevasse tout seul. Puis il reconnaît que Yen était le rang S en haut du classement. Remarquant cela, il reconnaît que même en étant de rang S, il ne pourrait pas le vaincre même armé. Notre protagoniste l'appelle pour lui demander s'il était sourd. Son lui rend son attention et Yen répète les choix qui lui ont été donnés. Pendant un moment, il perd son sang-froid jusqu'à ce qu'il commence à se contrôler et accepte de parler. Les deux s'assoient face à une table tandis que le président prévoit de découvrir l'étendue de son pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas précipiter cette conversation tout en voulant en savoir plus. Yen décide d'entamer la conversation en posant des questions sur le paiement. Kan est confus et le protagoniste dit qu'il aimerait être indemnisé pour les dommages qu'il lui a causés. Car en plus d'envoyer des assassins pour l'achever, ils ont également diffusé de fausses informations dans les médias. Il ajoute qu'il ne laisserait pas passer cela et C demande ce qu'il veut. Notre protagoniste exige 10 milliards 1 pour les dommages, ainsi que quelques donjons pour débutants en bonus. En entendant sa demande, Sen devient furieux, se plaignant d'aller trop loin, mais Yen dit qu'il pense que c'est une somme acceptable compte tenu de leur taille. Le président commence à trembler de colère, tout en essayant de rester ferme devant le protagoniste. Il reconnaît que même si obtenir l'argent est simple, les droits sur les donjons pour débutants ne le seront pas autant. Après tout, il se rend compte que le désir d'Yen serait un monopole sur les nouveaux chasseurs. Notre protagoniste décide de le provoquer, en disant qu'il ajouterait 500 millions supplémentaires pour avoir perdu son temps. Shin lui demande s'il voit un quelconque avantage à continuer à avoir une mauvaise réputation auprès d'Ares. Il se souvient également que s'il ne s'agissait que d'argent, il aurait pu accepter l'accord qu'il a refusé. Il mentionne que si Haïm devenait membre d'Ares, il pourrait avoir toutes sortes de soutien pour les donjons pour débutants. Yen devient curieux à propos de l'idée, tandis que le manager demande pourquoi j'ai une grande guilde comme ennemi alors qu'ils pourraient travailler ensemble. Mais le protagoniste dit qu'il n'a aucun moyen, car il essayait d'aborder un sujet au milieu de sa demande de compensation. En plus de se rappeler qu'il fait tout cela alors que la fille est toujours attachée à côté de lui. À ce stade, il demande ce qu'il prévoyait de faire d'elle. Notre protagoniste dit de se rassurer et prévient déjà que s'ils s'en prennent à lui à nouveau, ils le regretteront. Chien est irrité par le commentaire disant que Yen est très prétentieux. Il insiste néanmoins pour demander sa compensation et lui dit d'arrêter de perdre son temps. Yen se lève et lui demande s'il accepte les conditions ou s'il veut se battre. De retour à l'appartement de Scan, le protagoniste apparaît, ce qui l'impressionne. Son ami lui crie dessus, lui demandant qui est la fille qu'il portait. Pendant ce temps, dans un endroit étrange avec un immense château en ruine, un homme aux cheveux attachés apparaît en marchant dans les ruines du château. L'homme regarde la tête de la tour en disant qu'il atteignait la 9e couche. De retour à l'appartement de Scan, son ami explique ce qui s'est passé et comment il a réussi à sauver la fille. Stan se souvient à quel point la scène est puissante. Et Yen dit qu'il peut gérer les choses s'il a peur. Il demande pourquoi son ami a amené la fille là-bas. Notre protagoniste explique qu'il voulait une garantie et qu'il était curieux de savoir certaines choses, ce qui perturbe Sion, mais Yen lui demande de ne pas s'inquiéter, car c'est quelque chose de personnel. Cela inquiète toujours Sion, et il décide d'aller chercher le butin du donjon, car il y a beaucoup de boss. Yen observe la fille allongée et remarque son tatouage sur son épaule. Lentement, il commence à remarquer qu'elle lui rappelle quelque chose. Malgré la règle du vide qui l'oblige à s'abandonner,
Il se souvient toujours du masque de crâne qui l'obsède. Il se demande si ce n'est pas juste une coïncidence que cette fille ait un tatouage comme ce masque. Le protagoniste ouvre la fenêtre de statut et découvre les informations de la fille Honglande, à l'exception de ses compétences. Il découvre qu'elle n'a rien de spécial dans son statut. Lorsqu'il se rend compte qu'il ne se souvient pas de la fille, il décide qu'il serait préférable de lui demander directement à son réveil. À ce moment-là, Yen reçoit un avis concernant un grimpeur qui commence l'ascension vers la 9e couche. À cause de cela, il finit par être convoqué à la tour en quelques secondes. Yen reçoit l'information et est paralysé en essayant de comprendre. En arrivant sur le lieu de l'AV, il se plaint d'avoir été appelé si vite. Ignorant son commentaire, le directeur prévient qu'il arrive. Cela laisse le protagoniste confus, voulant savoir qui il est. Elle explique que ce serait le prochain grimpeur d'un ton plus inquiet. Notre protagoniste demande quel genre de personne il est et quand il doit apparaître. La directrice ouvre sa fenêtre d'alerte et commence à énoncer les informations. Mais à ce moment-là, Yen lui donne un coup de poing dans la tête, en se plaignant qu'elle n'aurait rien dit sans la fenêtre d'alerte. Ai lui rappelle que ce n'est pas de sa faute, car son statut d'autorité est très bas, comme elle l'a mentionné à plusieurs reprises. Kia se plaint que la notification est inutile, en demandant pourquoi il a été appelé là. Elle explique qu'elle a une question préférée qui laisse le protagoniste perplexe. La directrice explique que ce grimpeur serait différent des autres et que le gardien devrait se préparer à l'avance. Notre protagoniste se demande ce qu'il doit faire, et la directrice explique qu'il doit réveiller son mana dès que possible, ou il sera en danger. Cela excite Hayan en imaginant qu'il est d'un niveau élevé, et avait dit que le simple fait de réveiller du mana serait inutile s'il l'était, car s'il était d'un niveau aussi élevé, cela pourrait signifier la destruction totale du monde. Elle dit que le protagoniste ne serait pas capable de gérer cette crise sans magie. Yena demande si elle ne sait pas où cela va se produire, et si cela pourrait devenir une crevasse. Le réalisateur explique que les crevasses peuvent se produire ou non, elle ne connaissait donc pas les possibilités. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'un grimpeur dépend de ses compétences et de ses réalisations. Avec cela, Yen comprend qu'un grimpeur de niveau intermédiaire arriverait, et que le problème serait le manque d'informations. Il s'énerve de la situation et lève le poing, ce qui inquiète Ave, lui demandant d'arrêter de lui frapper la tête. A dit qu'il a été très mal élevé, demandant si ses parents ne lui ont pas appris à ne pas frapper une jolie fille comme elle. Mais Yen explique que ses parents sont morts quand il était très jeune dans un accident de voiture, donc il ne les connaît pas bien. Puis A se lève pour s'excuser auprès de lui d'avoir dit que notre protagoniste la rassure, disant qu'il s'en fiche beaucoup et qu'il n'a pas besoin d'excuses. En entendant cette réponse de sa part, Ave reconnaît que Hien est vraiment une personne gentille. De retour à la base de la guilde, le protagoniste se plaint s'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans leur méthode, pensant qu'il s'agit d'une fraude. Il se souvient qu'on lui a dit qu'il sentirait le flux de mana très rapidement. Xuan lui demande de faire attention et de ne pas effacer le cercle magique, car il coûte 5 milliards. Hien se plaint que ce serait bien s'il pouvait le faire tout seul, mais Xuan explique qu'elle n'a jamais entendu parler d'un chasseur éveillant du mana sans l'aide d'un mage. Elle dit également que son aide est nécessaire pour concentrer son mana, et que ce serait le seul moyen de libérer son mana. Notre protagoniste demande si utiliser une potion de mana ne résoudrait pas le problème, et son partenaire commence à perdre patience. À ce moment-là, l'ami du protagoniste arrive et demande ce qu'ils font, car c'est le 4e jour d'entraînement, et il n'y a eu aucun progrès, ce qui irrite Hyun pensant qu'il voulait le provoquer. Stan explique qu'il était là pour lui transmettre un message. Il a demandé si Hien avait créé une guilde, parce qu'ils avaient reçu des documents de création de guilde, ce qui l'impressionne. Xuan est impressionné et demande quand il a fait ça. Notre protagoniste explique que depuis qu'il a obtenu des donjons, il doit tout organiser, et il discute du nom de la guilde. Mais il demande ensuite si la fille qu'il a sauvée s'est réveillée après tout ce temps. Son ami dit qu'elle est toujours inconsciente. Yen demande si elle n'est pas dans le coma, et peut expliquer que l'infirmière avait déjà dit que c'était dû à un traumatisme. Sur ce, le protagoniste reconnaît qu'il doit continuer à attendre. Cependant, il s'énerve de rester assis dans le cercle magique pendant des jours, et de ne pas sentir son mana émerger, disant qu'il ne peut pas dire si cela a fonctionné. Leur partenaire demande s'il ne serait pas préférable de trouver quelqu'un qui puisse pénétrer jusqu'à la source du mana de Yen. Seiyon demande si elle parlait de Napagaomi, et elle confirme. Cette conversation laisse le protagoniste perplexe quant à la nature de cette idée. Ils expliquent que le maître de la guilde japonaise a une capacité qui lui permet d'utiliser le sang du chasseur pour augmenter les attributs. Yen s'énerve en demandant si ce ne serait pas plus facile de faire ça, mais il réalise qu'il devrait aller au Japon pour rencontrer Yasumi. Cela le met en colère, disant que c'était agaçant, tout en traînant sa main sur le sol. Sans s'en rendre compte, il efface une petite partie du cercle magique, ce qui laisse Xuan sous le choc. À cause de cela, les deux tentent de la calmer, pendant que leur partenaire provoque un orage. Pendant ce temps, devant le labyrinthe intermédiaire de Suzunami et Tokyo, des cris de désespoir se font entendre. Maître Yasumi se retrouve dans une confrontation dangereuse contre un être puissant avec ses alliés qui demandent de l'aide. Une lame d'énergie apparaît en se dirigeant dans sa direction et Yasumi avertit ses alliés d'esquiver. Mais ils ne peuvent pas réagir à temps et sont affectés par le coup. Cela a pour effet que ses deux alliés sont pratiquement désintégrés, tandis qu'elle observe les autres alliés tomber. Yumi se plaint du manque de compétences de ses alliés jusqu'à ce qu'elle remarque quelqu'un s'approcher. Le grimpeur s'approche du maître agenouillé après avoir esquivé son attaque. Elle demande qui était cet être puissant devant elle. Il explique ensuite que malgré le fait qu'il ait esquivé le coup par chance, il répondrait quand même à sa question. Il ne savait juste pas quel nom choisir, car il avait reçu plusieurs noms de la part des chasseurs. Certains l'appelaient le grimpeur, et d'autres le destructeur, ou même le démon et le dieu du tonnerre. Mais il dit que son nom préféré était Chama. Et c'est avec ça qu'il frappe Yasumi. Sur ce, Ayan reçoit une alerte indiquant que le grimpeur a atteint la 9e couche de Sajunami. En recevant l'alerte, il ignore Suon qui a failli détruire l'endroit et demande à son ami de l'emmener. Alors qu'il se dirige vers l'aéroport, Yen garde un œil sur les nouvelles concernant l'affaire du grimpeur. Voyant le chaos qui se crée, il se demande si tout irait bien sans que son homme ne soit réveillé. Stay demande pourquoi il veut aller au Japon si soudainement. Après tout,
Il se plaignait d'avoir dû faire ce voyage auparavant. A trouve une excuse en disant qu'il avait des choses à régler au Japon. Mais son ami lui demande s'il a un passeport, ce qui fait que le protagoniste le fixe en silence. Il se demande ce qu'il pourrait faire maintenant, car il doit se rendre au Japon prochainement pour affronter l'alpiniste. Quelque temps plus tard, dans la salle de conférence de l'association des chasseurs japonais, 4 personnes sont réunies. L'un des hommes à la table demande comment Yuni a réussi à survivre alors qu'elle était considérée comme morte dans les nouvelles. Yuni explique qu'elle a réussi à ressusciter grâce à un artefact qu'elle possédait. L'homme demande si Chima était vraiment si puissante, et elle confirme. Il mentionne ensuite que la nouvelle de la mort d'un rang S a fait craindre aux chasseurs de les aider. Il ajoute que si même Yasumi n'avait pas pu le vaincre, les autres n'auraient pas eu beaucoup de chance d'être au même rang. Ils reconnaissent que l'association des chasseurs était en difficulté et qu'ils avaient besoin d'une aide extérieure. Mais pendant ce temps, les victimes continuaient de se faire sentir, sans que l'association puisse rien faire. Mais à ce moment-là, la télévision montre Hayan au milieu d'un endroit détruit par Shama. Isumi est impressionné tandis qu'il lui demande qui il est. Hayan s'approche de Shianma tout en continuant d'observer le protagoniste avec son épée à la main. Il tente d'ouvrir la fenêtre d'état, mais constate qu'il n'a aucune autorisation, sachant que cela ne fonctionnerait pas contre les grimpeurs. Sur ce, il demande si le grimpeur est issu d'un drame oriental historique. Alors que le protagoniste lui demande qui il est, Shinama lui tire une lame d'énergie. L'attaque heurte quelque chose devant lui, et Chioma remarque Hayan émerger derrière lui, prête à attaquer. Kiyama parvient à se défendre du coup avec son fourreau. Yan lui dit de ne pas balancer son épée de nulle part, lui demandant de répondre à sa question. Sur ce, Chioma reconnaît qu'il a réussi à esquiver son coup, disant qu'il répondra à sa question. Il se présente, mais il tire une autre lame d'énergie, qu'Hayan esquive de justesse. En regardant en arrière, il remarque l'explosion provoquée par l'attaque. Notre protagoniste reconnaît que malgré sa rapidité, il pouvait quand même gérer cette vitesse. Il a reconnu que le coup pouvait sembler simple au premier abord. Mais en réalité, il s'agit d'une série de coups lancés ensemble pour trancher complètement sa cible. Conscient de cela, Yan comprend qu'il doit l'empêcher d'utiliser son épée, prenant ainsi l'avantage au corps à corps. À ce moment-là, Yan assène un coup de poing au grimpeur, réussissant à détruire son fourreau, et cette fois-ci le frappant de plein fouet. Son coup projette Chi contre le mur, et le protagoniste charge son ennemi pour s'assurer qu'il n'ait pas d'espace pour riposter. Ki sourit légèrement en trouvant Hayan intéressant. Sur ce, il évoque son mana, ce qui repousse Hayan. Alors qu'il se relève, Kiyama demande qui était Haim, car c'était le plus puissant qu'il ait affronté ces dernières années. Tout le monde est impressionné par le mana qu'il affiche en marchant vers le protagoniste. L'ami du protagoniste demande si le Créas est apparu il y a 2 heures. Explique que c'est pour cela qu'ils attendaient de l'aide, tout en se demandant si c'était une bonne idée de le laisser partir. Puis, Sidian se souvient que son ami s'est enfui après être descendu de l'avion sans rien dire. Il se demande pourquoi il était si impatient d'y aller, en pensant que Yen pouvait peut-être prédire où et quand la crevasse allait se produire. Pendant ce temps, Yen continue d'esquiver les attaques de son ennemi, essayant de se rapprocher, se demandant quelle était cette capacité. Mais Chiba lui demande si cela lui semble vraiment être une capacité. Sur ce, il explique que Yen sera dévasté par la tempête d'éclairs, tout en étant déchiqueté par l'épée céleste. Le grimpeur explique qu'il n'utilise pas ce que les gens qu'il considère comme des barbares appellent une capacité. Yan remarque le danger du coup et réalise qu'il doit esquiver cette attaque. Bien qu'il envisage de reculer, il remarque que cela ne ferait que donner un avantage à son ennemi et change d'avis. Il attrape Shama par les vêtements et lui donne un coup de tête pour éviter le coup. Cette attaque laisse le grimpeur hébété tandis que Yen se prépare à riposter. Sur ce, le protagoniste utilise la capacité du roi absolu qui frappe son ennemi de plein fouet d'un coup direct. Notre protagoniste se demande si cela a fonctionné. Cependant, il est stupéfait de voir Shama se tenir debout, plein de mana et avec une énorme lueur au-dessus de sa tête. Tiana dit que Yen n'est pas seulement intéressant, mais aussi puissant, alors qu'il s'avance lentement vers le protagoniste. Il explique que cette attaque n'a jamais été utilisée depuis qu'il est devenu un grimpeur et le provoque pour qu'il essaye de s'en défendre. Yen reconnaît le danger de cela alors qu'il s'approche pour essayer de réduire la distance. Le grimpeur dit que cette technique est la raison pour laquelle il est appelé le dieu du tonnerre. Sur ce, il détruit le champ devant lui avec une épée céleste, éclair de condamnation. Dans la salle d'association, Sion est impressionné par sa puissance monstrueuse, disant qu'elle est complètement hors de la réalité. Cette attaque a tout détruit dans la zone qu'elle a touchée, ne laissant que le champ fumant. Hama reconnaît l'intelligence d'Ien pour s'être accroché à lui au moment où le grimpeur a balancé son épée. Il reconnaît néanmoins que le protagoniste n'est pas indemne, car Yen sent le courant électrique de son ennemi parcourir son corps. Yen remarque que la foudre continue de parcourir son corps, tandis qu'il continue de trembler. À ce moment-là, une fenêtre d'alerte apparaît l'informant que du mana a été obtenu et que son rang magique est passé à eux, ainsi que diverses alertes. Sur ce, il se demande ce qui se passe et s'éloigne de l'ennemi. Le grimpeur le nargue à nouveau, en lui demandant s'il pourrait à nouveau avoir de la chance. Notre protagoniste comprend qu'il ne s'agit pas d'une capacité du système, mais d'une technique développée par Shama. Il se souvient que Shi serait un type de démon de roman décrit comme ayant un niveau magique parfait et un contrôle absolu du mana, qui lui demande s'il a toujours l'intention de persister dans le combat. Après avoir vu sa technique, Yen lui demande s'il pense que cette technique est suffisante pour lui faire peur, et Shiyama s'énerve en disant qu'il ne peut pas être vaincu. Le protagoniste reconnaît qu'il ne peut pas le vaincre avec son courant de puissance, mais il se demande s'il pourrait avoir une chance en utilisant la foudre qu'il a énergisée contre son ennemi. À ce moment-là, il se souvient que lorsqu'il était piégé dans la tour par la malédiction, il n'y avait qu'une seule technique qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Le Kyama Shining Gong est une technique martiale utilisée uniquement par les meilleurs artistes martiaux du monde. Il se souvient que les techniques qu'il utilisait n'étaient que des copies de celles qu'il essayait d'apprendre dans les romans qu'il lisait. Sur ce, Ayen charge son mana et évoque une paire d'ailes dans son dos. Notre protagoniste dit que Shima est devenu son mentor pendant 10 secondes, ce qui l'impressionne. Les ailes dans son dos commencent à se tortiller autour du protagoniste qui se concentre. Il demande à montrer ce qu'il a appris de son mentor. Yen explique que sa technique consiste à accumuler toute la puissance magique en un seul point et à la faire exploser. À ce moment-là, il utilise le coup de pied divin de destruction extrême qui explose contre son ennemi. Le drone qui les observait de loin finit par être touché par l'impact de la collision des techniques et est renversé. En tombant, le drone parvient seulement à filmer Iyong debout seul dans le champ vide, sans aucun signe de Shama. Une fenêtre d'alerte apparaît.
l'informant qu'il a vaincu Chama et qu'il collecte des informations d'amélioration et des droits de statut. Peu de temps après, une autre alerte système apparaît, l'invoquant pour 10 jours à partir de maintenant. Pendant ce temps, au château de Pau, une blessure portant le même tatouage que la fille blessée regardait Yen se battre. Elle était impressionnée, imaginant qu'il pourrait être son maître. À ce moment-là, elle se souvient du moment où elle était dans la tour, en train d'être vaincue par des zombies, et pense qu'elle ne pourrait plus gagner. Alors qu'elle abandonnait et attendait juste la mort, quelqu'un est apparu et a vaincu tous les zombies, en portant des vêtements usés et un masque de crâne. La fille se souvient que cet homme masqué lui a appris les arts martiaux et la voie de la supériorité. Avec cela, elle se demande quelle serait la zone restante, et son allié explique que ce serait le donjon géré par la guilde One. Son allié dit que si elle le conquiert, tous les donjons de Chine appartiendraient à la guilde Pado, et le chef leur donne 1 mois pour le conquérir. Cette demande le surprend, et la chef mentionne qu'elle les accompagnerait, car elle a juré de donner à son maître une place digne de lui. Alors qu'elle se souvient qu'elle va retrouver son maître et qu'elle est plus heureuse, elle pense qu'elle doit se dépêcher. De retour en Corée, Ayan est accueillie par un chaos absurde de personnes désireuses de lui parler après avoir vu le combat. Un énorme groupe de journalistes les bombarde de questions pendant qu'ils continuent de prendre des photos. Yan dit à tout le monde d'arrêter de poser des questions, tandis que Sion pense qu'il voulait aussi lui en poser. Puis il rejette la responsabilité sur son ami en disant qu'il répondrait aux questions. Sur ce, tous les journalistes l'entourent, tandis que Ayan s'enfuit, ce qui irrite son ami. En arrivant au baie de la guilde, Ayan se plaint que tout le monde continue de le bombarder de questions, demandant à Skyan de gérer la situation. Mais à ce moment-là, il trouve la fille blessée debout et le regardant. Elle baisse la tête, remerciant Yen de lui avoir sauvé la vie. Notre protagoniste se souvient du nom de Lin en écoutant ces informations. Lin explique qu'elle était une officier de la guilde Pado qui a été capturée et torturée par des erreurs après avoir tenté d'occuper leur cachot. Yan en profite pour poser des questions sur le tatouage qu'elle avait sur l'épaule. La fille explique que c'est un symbole des officiers Pado et que le maître a dit que ce tatouage signifie que seul le ciel est au-dessus de nous. Mais le protagoniste ne comprend pas très bien. Et Lin répète simplement que c'est ce que le maître a dit en faisant le tatouage. Elle se souvient que le maître a dit à Lin qu'elle était au-dessus de tout le monde et que tout le reste devrait être sous ses pieds. Lorsqu'elle essaie de terminer son histoire, Yen s'énerve et y met fin. Cette attitude effraie Lin qui lui demande si elle a dit quelque chose de mal et Yen essaye de se calmer. Notre protagoniste pense qu'il s'agit d'une autre de ses erreurs passées en se demandant comment cela est arrivé. Les phrases de Lin étaient des choses qu'il faisait dans la tour, lorsqu'il pensait que s'il apprenait les arts martiaux, il pourrait sortir de la tour. À cause de cela, il a développé le syndrome de la 2e année, ce qui lui a fait imiter les personnages de romans web à Anaheim. Lorsqu'il entend les commentaires de Lin, il se rend compte que quelqu'un répand son sombre passé à l'aide de tatouages. À ce moment-là, il se souvient de quelqu'un qu'il pense être la personne qui répand cela. Yen demande à Lin d'envoyer un message à son chef lorsqu'elle retournera dans sa guilde. Le message serait de ne jamais s'en prendre à lui, tant qu'il montrera qu'il est très sérieux. Après cette conversation, Yen renvoie Lin en Chine, et quelques jours passent. Une autre émission avec Ayan commence avec Ayen en tant qu'invité spécial. Cela impressionne Suyan qui découvre cela en regardant l'émission et en lui demandant ce qu'il faisait là. Suyan dit que le protagoniste avait besoin d'annoncer quelque chose et que tout ce qu'il fait maintenant est également dans son intérêt. Yan dit au présentateur qu'il n'est apparu que parce qu'il avait besoin de promouvoir quelque chose. Il dit qu'il a créé une guilde et qu'il recrutait des personnes intéressées, ce qui rend ses amis encore plus confus. Quelque temps plus tard, Sean se plaint d'avoir fait cette annonce à la télévision alors que Hien ne s'attendait pas à autant de personnes intéressées. Son ami dit qu'il ne l'aidera pas tandis qu'ils fixent tous les deux les innombrables piles de boîtes de CV de candidats. Sur ce, le protagoniste conclut un marché avec ses amis pour l'aider en échange de la possibilité d'utiliser les donjons pour débutants. Parfois, Sigwan reconnaît que seul Yen pouvait faire appel à de puissants chefs de guilde pour l'aider. Il demande au protagoniste s'il ne s'ennuierait pas à devoir s'occuper de tant de choses, mais la réponse de Hien est simplement qu'il voulait gagner de l'argent. Yen explique qu'il a gagné beaucoup d'argent avec les passes dans les donjons et qu'en ayant maintenant le sien, il peut en gagner encore plus. Son ami lui demande s'il n'en a pas gagné assez et Suan dit que cela doit être lié à un traumatisme lié à la pauvreté dans son enfance. Au milieu des évaluations, il rejette un chasseur qui se plaint d'être un chasseur expérimenté de Rancé. Mais Hien dit simplement qu'il a regardé le CV et qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu avant de l'expulser de la salle. À ce moment-là, les candidats remarquent qui était la personne rejetée et commencent à se demander quelles sont les conditions requises pour être accepté. Pendant ce temps, Yen observe son statut, disant que bien qu'il n'ait pas eu de problème avec son statut de Randé, il avait une personnalité égoïste. Notre protagoniste reconnaît que malgré ses plaintes concernant les compétences qu'il a reçues au début, la nouvelle compétence est très bonne. Il se souvient d'avoir parlé à Ave, qui le remercie d'avoir vaincu le grimpeur GMA. Sur ce, elle explique qu'elle améliorerait ses compétences, et Yen se demande ce qu'elle voulait dire par là. A dit qu'elle ajouterait une option aux compétences d'autorité ou de statut, ainsi qu'elle améliorerait le système d'alerte. Yen ne comprend pas ce que serait le test de personnalité, demandant à quoi servirait cette amélioration. Mais il commence à réaliser l'utilité de la compétence pendant les entretiens des candidats. Lorsque la candidate suivante arrive, il observe son statut, notant qu'elle a une personnalité opportuniste. Bien qu'il n'arrive pas à se décider, il regarde les candidats à côté d'elle et remarque qu'ils ont de meilleures personnalités. L'un est amical, et l'autre a le sens du sacrifice de soi, ce qui l'enthousiasme. Sur ce, il accepte les trois dans la guilde, ce qui les rend heureux. Notre protagoniste pense que tout ira bien, tant qu'ils rempliront leur rôle efficacement. Comme Yen devient paresseux, il décide de terminer les entretiens, ce qui amène son ami à demander quel genre de recrutement dure 1h30. Il explique qu'il a choisi des membres qui ne le voleraient pas à la première occasion, et que cela lui a suffi. Sion demande s'il les a choisis après avoir vérifié leurs attributs, et Yen mentionne qu'ils n'ont pas besoin d'être si bons puisque c'est lui qui se battra. Mais il demande pourquoi aucun rang S n'apparaît dans ces entretiens. Son ami explique que les personnes de rang S sont si rares qu'il n'y en a que 5000 dans le monde entier, et le protagoniste lui demande quelle est sa position. Son ami dit qu'il est en position 163, tandis que Sukwan est en position 175 et Suan en position 161, ce qui impressionne Yen. Cependant,
Il prévient qu'atteindre le top 200 rend une personne célèbre, ce qui les pousse à essayer de prendre la place de l'autre. À ce moment-là, Yen reconnaît le niveau de son ami et se souvient avoir vu un graphique de chasseurs de rang S avec des noms barrés et demande pourquoi. Stillon explique que les noms barrés sont ceux de chasseurs qui sont morts. Notre protagoniste demande comment il y en a autant qui meurent, et son ami explique qu'ils essayent d'obtenir un artefact pour atteindre le grade ST+. Il s'avère que les chasseurs ne peuvent augmenter leurs attributs que de 3 grades au-dessus de ce qu'ils ont obtenu lorsqu'ils terminent la tour. Cependant, ils peuvent dépasser cette limite s'ils acquièrent un artefact de grade ST+, situé dans les parties les plus profondes du labyrinthe. Yan comprend que le labyrinthe fonctionne comme un cimetière pour les chasseurs de rang S. Mais Sen explique qu'il y a ceux qui volent d'autres chasseurs qui parviennent à obtenir ces artefacts. Avec ce stratagème, des chasseurs assassins émergent et finissent par être expulsés du classement, leur nom étant rayé de la liste officielle. Le protagoniste demande si les assassins qui l'ont attaqué étaient des exemples de cela, ce que Sillon confirme. Il reconnaît qu'il aime jouer salement avec les autres, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'un des 4 donjons initiaux que la guilde des héritiers a perdu, appelé le Marais du Baron. Notre protagoniste mentionne qu'il va affronter le boss et faire une promenade pour que Sion puisse le guider s'il le souhaite. Lorsqu'il se souvient que cela lui rapporte de l'argent, il est impatient d'entrer dans le donjon. En ouvrant la porte, il trouve 2 hommes assis en train de boire un café qui sont surpris de voir quelqu'un apparaître. Puis Yen se souvient de les avoir déjà tabassés et les provoque encore, leur demandant s'ils n'ont pas reçu assez de coups. Il s'excuse, tandis que Yen demande s'il peut entrer dans le donjon puisqu'il est le nouveau propriétaire des lieux. Le garde essaye de parler du fait que les documents ne sont pas finalisés, tandis que Yen s'en fiche et il l'accepte. À ce moment-là, il traverse le donjon, se rappelant que cela fait longtemps qu'il n'y est pas allé. Puis il remarque quelqu'un sur son chemin qui était heureux de le rencontrer. Yen s'inquiète, pensant que c'est un autre assassin des héritiers qui vient l'attaquer. Bien qu'il mentionne qu'il a été envoyé par les héritiers, le type dit qu'il ne fait pas partie de la guilde. Un groupe de personnes se rassemble derrière lui tandis qu'il lui demande s'il a entendu parler du groupe de chasseurs assassins appelé Pandemonium. Ce groupe est connu pour avoir semé le désespoir chez tous ceux qui reconnaissent son nom. Pandemonium est composé de chasseurs qui font partie du top 100 des rank. Quand ils reçoivent une bonne récompense, les membres garantissent l'accomplissement des demandes, ce qui fait d'eux des légendes dans la communauté. Les rumeurs disent que si vous devenez leur cible, il est garanti que vous ne survivrez pas. Mais Yen s'en fiche et interroge l'ancienne circulaire numéro 52 d'Anna, affirmant qu'elle est une mage expérimentée. Anna pointe son bâton vers lui, lui demandant comment il ne sait même pas qu'elle est une chasseuse. Puis Yen lui dit simplement de ne pas avoir une si haute opinion d'elle-même, ce qui l'irrite contre le protagoniste. Elle commence à lancer un sort, tout en expliquant que c'est grâce à ses affaiblissements que leurs autres cibles ont été tuées. Le mage utilise un cercle de restriction magique contre Yen. Sur ce, plusieurs bandes magiques entourent le protagoniste pour le piéger à l'intérieur du cercle. Yen demande si elle peut faire des cercles magiques, et Anna s'énerve car il ne semble pas remarquer le danger dans lequel il se trouve. Mais le protagoniste admet qu'il sait ce qui se passe, et qu'il pose la question uniquement parce qu'il veut savoir s'il doit tuer tout le monde ou non. Ce commentaire de Yen fait geler Anna de peur. À ce moment-là, tout le monde attaque le protagoniste pour l'achever rapidement. Pendant ce temps, dans la cité souterraine de la guilde One, une attaque a eu lieu qui a fait plusieurs victimes. Un chasseur nommé Lee essaye de rester debout, tandis que quelqu'un dit qu'ils avaient des attentes plus élevées. Une fille en vêtements chinois s'approche lentement de lui, disant qu'elle était déçue, se rappelant que c'était censé être un point clé de la guilde. Sur ce, Lee dit que bien qu'il ait terminé, ses chefs sont sur le point d'arriver, se demandant si elle pourrait le vaincre seule. La fille montre un certain intérêt pour ce qu'il dit et lui fait croire qu'il y a une ouverture. À ce moment-là, Lee essaye de frapper la fille qui esquive sans problème. Lee est impressionné. Et la jeune fille lui dit que bien qu'il ne soit pas digne de sa technique, elle ne voulait pas retarder sa rencontre avec son maître. Puis, elle utilise sa technique de force souveraine extrême qui projette Lee au loin. En marchant dans les décombres de la base, la jeune fille dit que c'était une belle journée. Et elle se souvient du message qu'elle et le vide ont apporté de son maître. La jeune fille se souvient que Lynn a réussi à le trouver en premier, ce qui l'a rendue heureuse et rancunière, pensant que son maître l'attendait. Elle se souvient du message et pense qu'il ne veut pas qu'elle le poursuive tant qu'elle n'a pas tenu sa promesse. C'est pourquoi elle doit tout prendre le plus vite possible et construire un endroit digne de lui. De retour à la guilde d'Iran dans la région de Gwanjungu, Sohan impressionne Yen en amenant le mage assassin, disant qu'il a amené quelqu'un pour réparer le cercle. Il lui demande si elle peut le faire, et Anna répond avec crainte qu'elle le peut. La jeune fille lui demande si, au cas où elle réussirait, il la laisserait vivre, et Yen dit qu'il décidera en fonction de sa performance. Son ami reconnaît Anna, et Yen remarque qu'elle était vraiment une mage très célèbre. Sur ce, il lui demande comment il a fini par l'amener, et le protagoniste explique ce qui s'est passé dans le donjon. Après l'explication, elle est impressionnée de savoir qu'il a vaincu les assassins de Pandemonium. Puis elle se souvient de ses attributs et note qu'il ne devrait pas être capable de les vaincre. Yena dit que ses attributs sont étranges et qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il se souvient qu'il ne servirait à rien de demander à Ave, car elle dirait probablement que son autorité est faible. Mettant les attributs de côté, Yen explique qu'il a juste besoin de lui faire un peu peur pour qu'elle fonctionne correctement. Sur ce, le protagoniste se souvient comment elle l'a supplié de survivre, lui proposant d'utiliser ses compétences pour l'épargner. Le protagoniste lui demande si elle peut le réparer sans le bâton, et elle dit qu'elle peut le faire sans l'aide de compétences de base. Sur ce, il lui tend le bâton et la robe, qui sont classés S+, en tant que Soyen, ce qui l'impressionne. Puis, Yen lui demande de s'occuper d'Amy, en disant qu'il lui rendrait l'appareil pour la faveur qu'il a reçue. Après s'être arrêté dans une supérette, il fait face à un bâtiment, disant qu'il est temps de remercier pour les cadeaux. En arrivant au bâtiment, la réceptionniste à la porte est surprise de voir le protagoniste se tenir là. Plusieurs agents de sécurité s'approchent pour l'expulser, disant que c'est une zone interdite aux membres de la guilde des héritiers. Yen demande s'ils sont dans les parages, tout en commençant à fouiller dans son sac de magasin. Sur ce, il sort un objet avec l'inscription « Batte de la justice » dessus, disant qu'il lui a apporté un cadeau. Puis il montre qu'il a un marteau en plastique, demandant s'il voudrait se présenter après avoir été battu. Notre protagoniste frappe les gardes avec un marteau et laisse les autres surpris d'être détruits comme ça. Il les provoque à nouveau, disant qu'ils ont du courage de se tenir sur leur chemin et de simplement regarder ce qui se passait. Mais il ajoute qu'ils devraient être prêts
à être envoyés au paradis, ce qui les effraie. Pendant ce temps, dans le bureau du président, le téléphone sonne et les gardes informent qu'Yen essaye d'entrer. Tout ce que fait CN, c'est entendre les cris de ses gardes, ce qui lui fait comprendre à quel point Yen est incroyablement puissant. Avec cela, il craint que la nouvelle de l'incident ne se répande et ne ruine la réputation d'Eri, ce qui lui fait envisager d'appeler des renforts. Cependant, il abandonne cette idée pour éviter d'être considéré comme incompétent pour ne pas avoir résolu le problème. Avant qu'il ne puisse décider quoi faire, sa porte est tout simplement détruite par un coup de pied du protagoniste. Sur ce, Yen entre dans la pièce avec son marteau en disant que cela fait longtemps. Ce qui l'inquiète. Notre vidéo s'arrête ici. Si vous l'aimez, laissez un like sur la vidéo et je vous apporterai la suite. À la prochaine. Au revoir.